Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la QRP, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence web ce matin intitulée Peu importe l'âge, se conduire autrement, c'est gagnant et sécurisant, qui sera offerte par Monsieur Yvon Lapointe. J'aimerais vous mentionner que la conférence d'aujourd'hui sera d'environ 75 minutes, suivie d'une période de questions. Donc, tout au long de la conférence, dans la petite bulle, vous pouvez, qui était inscrit Q et R, questions-réponses, vous pouvez nous poser vos questions ou donner vos commentaires et nous vous les poserons Monsieur Lapointe à la fin de la conférence. Donc, ne vous gênez pas. Et j'aimerais vous mentionner que cette conférence sera enregistrée et disponible pendant 30 jours sur notre site web dans votre espace membre. Également, Monsieur Lapointe va partager plusieurs liens ou adresses dans sa présentation et vous pourrez les avoir là, par courriel. Nous allons vous envoyer un courriel avec tous les liens qui auront été partagés ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Monsieur Lapointe. Diplômé de l'Université Laval en pédagogie, Monsieur Lapointe a consacré toute sa carrière à la cause de la sécurité routière. Après avoir été moniteur, instructeur en conduite d'un véhicule de promenade et de divers types de véhicules lourds, il a aussi été propriétaire d'une école de conduite, consultant auprès d'entreprises de transport routier, puis chargé de cours et coordonnateur d'un programme de formation en milieu collégial pendant 12 ans. Il est arrivé chez CAA Québec en 1986 en tant que directeur du service de l'éducation routière. Il a donc travaillé plus tard aussi à l'ouverture des premières écoles de conduite CAA Québec. Monsieur Lapointe est donc une référence en matière de sécurité routière. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur Lapointe, sans plus tarder. Bienvenue et bonne conférence. Merci, Madame Berthiaume. Je vais maintenant partager mon écran. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. Parfait. Bon, ben, excusez-moi pour ce délai. Je suis plus compétent en sécurité routière que je ne le suis en informatique. Alors, voyez-vous, C'est parfait, je vous laisse aller. Bonne conférence. ça donne ceci. Donc, bonjour et merci. Ça me fait beaucoup plaisir ce matin de partager mon savoir en matière de sécurité routière, particulièrement pour la conduite chez les personnes plus âgées. Donc, sous le thème de se conduire autrement, c'est gagnant et sécurisant. Cette présentation est faite, bien sûr, aux membres de la QRP. Alors, donc, je vais passer rapidement ma présentation puisque ça a très bien été fait précédemment par Madame Berthiaume. Je voudrais simplement vous dire que c'est grâce à l'Association des écoles de conduite si je suis ici ce matin pour vous faire cette présentation parce que je suis administrateur et trésorier du conseil d'administration de l'Association des écoles de conduite et le partenariat qui est établi entre la QRP et l'Association des écoles de conduite me permet d'être branché avec vous ce matin pour cette conférence-là. Alors voilà, alors à peu près 75 minutes, plus ou moins. Le déroulement, bien, la conférence à laquelle vous participez est appuyée par une présentation visuelle à travers laquelle vous aurez l'occasion de voir défiler tant du texte que des photos et des vidéos. Et il me fera plaisir, comme le disait Madame Berthiaume, de recevoir vos commentaires et de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Et si je n'ai pas toutes les réponses aux questions qui sont posées, je m'assurerai de les trouver et de vous les transmettre via la QRP. Donc, les objectifs de cette présentation ce matin, c'est d'abord d'actualiser ses connaissances en matière de sécurité routière et de conduite automobile. Il faut dire que je suis persuadé que vous toutes et tous qui êtes à l'écran ce matin, vous savez conduire depuis des années, donc je n'aurai pas la prétention de vous apprendre à conduire, bien au contraire, mais plutôt de rebrasser les cartes un peu, hein. C'est comme dans n'importe quel domaine, on est professionnel dans un domaine donné, il faut actualiser ses connaissances à l'occasion. C'est un peu par le biais de cette présentation qu'on va le faire ce matin en termes de conduite automobile. On va faire également le point quant à la place qu'occupent les divers groupes d'âge d'usagers de la route dans le bilan routier au Québec et on va prendre connaissance de divers trucs et conseils qui favoriseront le maintien de son autonomie au volant le plus longtemps possible, ainsi que divers moyens d'assurer sa mobilité en toute sécurité.
Alors, donc, les principaux sujets de la présentation, bien sûr, il va y avoir quelques statistiques du bilan routier pour établir un peu, mettre la table, savoir pourquoi on fait cette présentation-là, en fait. Les statistiques sont parlantes. Les questions relatives à la situation des personnes âgées au volant également. Ensuite, les difficultés liées à la conduite et les solutions favorisant l'autonomie. C'est toujours ce qu'on cherche. On sait que la conduite automobile, c'est une question d'autonomie. Tout le monde se dit que si un jour ou l'autre, l'autorisation de conduire lui est retirée, ben, cette personne va perdre son autonomie. Alors, on va voir en cours de présentation que oui, ça peut être vrai, mais il y a aussi des alternatives. Donc, des solutions qui font favoriser l'autonomie et la mobilité en toute sécurité en mettant l'accent en particulier sur se comporter autrement afin de conserver cette autonomie le plus longtemps possible. On va voir aussi que le permis de conduire, ben, c'est un privilège et non pas un droit, et que la conduite automobile, ben, c'est l'un des moyens d'assurer sa mobilité, mais loin d'être le seul. Alors, on va aussi voir ça en fin de présentation. Allons-y maintenant en termes de bilan routier. Alors, quelle est la situation du bilan routier au Québec? On va regarder, on va remonter évidemment près de 50 ans en arrière, où en 1973, c'est l'année où les données statistiques du bilan routier sont les plus fiables. Donc, à partir de 1973, on avait au Québec 2 265 471 véhicules immatriculés pour 2 441 515 titulaires de permis de conduire, mais le bilan routier était désastreux avec 2 209 victimes. Bon an, mal an, au cours des années 70, c'était le portrait. Alors, donc, c'est très important comme victime de la route. Alors qu'en 2022, voyez-vous, 49 ans plus tard, on se retrouve avec 67 de plus de véhicules immatriculés, avec près 5 millions et trois quarts de titulaires de permis de conduire et un bilan routier de 392 victimes décédées, ce qui est un très beau bilan, une amélioration sur ces 49 années de 82 ce qui est extraordinaire. C'est un beau bilan, mais vous conviendrez avec moi qu'une victime, c'est toujours une de trop et que les efforts doivent se poursuivre pour faire en sorte que ce bilan s'améliore de plus en plus, quoique si on regarde entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation du nombre de victimes de 11,5 Alors, est-ce que c'est la tendance qui va s'enchaîner au cours des prochaines années, à savoir une augmentation du nombre de victimes ou une diminution? Ben, c'est ce qu'on verra éventuellement, mais le bilan que je vous présente ce matin est quand même assez parlant. Quelles sont maintenant, quelles sont les données concernant le nombre de personnes de 55 ans et plus titulaires d'un permis de conduire? Je présente le bilan sur une période de 5 ans, de 2016 à 2021. Alors, on voit que les groupes de 55 à 64 ans, leur nombre a augmenté sur cette période de 5 ans de 4,5 Les 65-74 ans de 16,3 Alors que si on regarde chez les personnes plus âgées, dont je fais partie presque, ben, on remarque que le nombre de titulaires a augmenté quand même de 26 En 2021, il y avait 386 787 personnes de 65 à 84 ans titulaires d'un permis de conduire. Les 85 à 89, le nombre a augmenté de 24 Mais regardez pour les 90 ans et plus, peut-être que vous envisagez de pouvoir conduire à un âge aussi avancé. En tout cas, c'est mon cas. J'espère bien, en tout cas. Ben, en 2021, l'augmentation entre 2016 et 2021 était quand même de 40 Alors, plus on vieillit, plus évidemment, ça suit la tendance du vieillissement de la population. Le nombre de titulaires de permis de conduire ne passe pas à côté de ce phénomène-là. Alors, pour faire bref, donc, les 55 ans et plus, comparés aux 16 à 54 ans, pour faire l'ensemble des titulaires de permis de conduire, ben, en 2016, le nombre était de 2 94 000, alors qu'en 2021, une augmentation de 12,6 avec 2 396 000. Pour ce qui est des plus jeunes, donc des moins de 16 à 54 ans, puis là, vous êtes surpris peut-être d'entendre parler de moins de 16 ans titulaires de permis de conduire. Ben oui, ce sont les titulaires de permis de cyclomoteur.
qui peuvent avoir accès à ce permis à l'âge de 14 ans. Donc, les moins de 16 ans jusqu'à 54 ans, eux, au cours de cette même période, le nombre a diminué de 0,67 donc passant de 3 280 000 à 3 259 000. Alors, on voit que chez les plus âgés, le nombre de titulaires augmente, alors que chez les plus jeunes, la tendance est à la baisse, et ça depuis quelques années. Est-ce qu'on peut conduire jusqu'à 100 ans et plus? Il existe des titulaires de permis de conduire de 100 ans et plus. D'ailleurs, les données de 2021 de la Société d'assurance automobile démontraient que des titulaires de 100 ans, en 2017, il y en avait 5 et en 2021, il y en avait 26. Alors, vous voyez une augmentation assez importante. Les 101 ans titulaires de permis, il y en avait 2 et en 2021, il y en avait 19. Des 102 ans, il y en avait 3 et encore 3 en 2021, alors que les 103 ans, il y en avait 1 en 2021, ce qui représente 49 titulaires de permis de conduire centenaires en date de 2021, pardon, alors qu'en 2017, il y en avait 10. Alors, vous voyez, dans une période de 5 ans, l'augmentation des centenaires titulaires de permis a augmenté de façon considérable. Qu'en est-il maintenant si on compare, évidemment, je disais tantôt que la tendance des titulaires de permis de conduire de conducteurs âgés suit la tendance du vieillissement de la population. L'Institut de la statistique du Québec démontre clairement que c'est le cas. Alors, on voit les groupes d'âge de 75 ans à 100 ans et plus, on voit que puis là, j'ai pris les données de 2021, 2041 et 2061. On va comparer ici l'écart entre 2061 et 2021. Alors, on voit que les 75-79 ans, le nombre de personnes âgées de ce groupe d'âge a augmenté de 105 et les projections, c'est-à-dire en 2061, seront de 35 de plus. Les 80-84 ans, la projection dit qu'en 2061, il y en aura 54 de plus. Les 80-89 ans, même chose, 60 de plus, 90-94 ans, 70 de plus, 95-99 ans, 82 et on voit les centenaires. Voyez-vous, en 2021, il y avait au Québec 3145 personnes centenaires. Ils n'étaient pas toutes détentrices d'un permis de conduire, mais on sait très bien que la tendance à l'augmentation qu'on a vu tantôt est quand même assez importante, alors que la projection pour pas les conducteurs, mais les personnes âgées en 2061 est de 33 608, ce qui représente une augmentation de 90 Alors, c'est quand même des données parlantes. Alors, combien de ces gens-là, de ces conducteurs centenaires, de ces personnes centenaires seront encore conductrices en 2061? On ne le sait pas, mais il en demeure pas moins que la tendance à l'augmentation est là. Qu'en est-il des piétons? On entend parler beaucoup des piétons. Hein? Les médias ont fait état de victimes piétons au cours de l'été, entre autres. Alors, des données récentes disent que le nombre de décès chez les piétons est de 79 en 2022, soit une augmentation de 24 décès par rapport à 2021, ce qui représente une hausse de 22,7 comparativement à la moyenne de 64 décès de cette catégorie de 2017 à 2021. Alors, le plan de sécurité routière que le ministère des Transports entend mettre en place avec la Société d'assurance automobile au cours des prochaines années, tel qui a été annoncé récemment, va sûrement contribuer à améliorer le sort des usagers vulnérables que sont les piétons et les cyclistes. On le souhaite en tout cas. L'ensemble des victimes de la route, pour ce qui concerne la fin des statistiques que je vais vous présenter, toujours en comparaison en 2016 et 2021. Alors, on voit les 15, là j'ai fait le bilan, dans le fond, de 15 ans jusqu'à 75 ans et plus, selon le bilan routier 2021. On voit que les jeunes, en 2021, comparé à la moyenne de 2016-2020, leur bilan s'est amélioré au niveau des victimes et des blessés de 17,4 alors qu'on pense que les jeunes sont téméraires, dangereux et tout. On constate que c'est peut-être pas, il y en a bien sûr qui sont un peu plus audacieux,
et que leur comportement résulte en des collisions et des situations plus graves, mais on remarque que l'amélioration de leur situation est quand même assez intéressante. On voit chez les 25-34 ans, 16 de diminution des victimes, 35-44 ans, 19,6 ainsi de suite. Mais si on va un peu plus chez notre situation de conducteurs plus âgés, bien, 75 ans et plus, l'amélioration a été la moindre de l'ensemble de tous les groupes d'âge, de 9,2. Alors, ça va probablement avec la situation de la diminution des capacités fonctionnelles qui sont dues à l'âge, même si notre santé est au rendez-vous. Moi, entre autres, si je me donne un exemple, c'est sûr qu'à 73 ans, je ne suis plus mes capacités fonctionnelles ne sont plus les mêmes que quand j'avais 30 ans ou 40 ans. Et ça a des conséquences, je les perçois très bien, sur la conduite automobile, particulièrement certains jours où je ne suis moins en forme, par exemple. Alors, en moyenne, chez les 15-44 ans, le nombre de victimes a diminué de 15,5 alors que chez les 55 à 75 ans et plus, il a diminué de 15. Est-ce que ces statistiques vous apparaissent préoccupantes? Probablement, possiblement, peut-être pas. Ça dépend de la façon dont on voit les choses. Mais si elles vous préoccupent, en quoi elles sont préoccupantes? Bien, si le bilan des personnes aînées n'apparaît pas problématique en ce moment, parce que non, ça ne l'est pas tant que ça, quelle pourrait être la situation dans les années à venir avec les statistiques que je vous ai présentées précédemment? Bien, une partie de cette réponse se trouve dans l'adoption de comportements coopératifs, sécuritaires et responsables, peu importe son âge, et les préjugés que certains véhiculent à l'endroit des conducteurs aînés. Hein, on en connaît des préjugés envers les conducteurs aînés. Peut-être même vous en avez envers des plus âgés que vous, qui semblent un peu plus hésitants sur la route. Bien, oui, ça fait partie de la vie, ces préjugés-là, mais il faut être bienveillant et bienfaisant envers les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées. D'ailleurs, parlant de préjugés, que se passe-t-il lorsqu'un aîné se retrouve impliqué dans une collision? Pensez-y quelques instants. Ben, c'est une occasion, c'est une très belle occasion pour entretenir les préjugés, les idées préconçues à l'égard de ce qu'on peut qualifier de petits vieux au volant, comme l'expression populaire le dit. Et que dire des médias qui, eux aussi, profitent de l'occasion pour questionner la place des aînés sur la place publique? Ben, une première question que les médias posent dans les lignes ouvertes lorsqu'il arrive un accident avec les aînés, impliquant une personne aînée, ben, on dit à partir de quel âge devrait-on obliger une personne à subir des examens pour conserver son permis de conduire? Bien, la réponse est simple. Hein. Évidemment, on le sait, à 75 ans, auparavant, jusqu'en 2021, il y avait des contrôles médicaux et visuels. On devait se présenter chez son médecin avec un rapport médical, à faire compléter. Même chose pour l'optométriste. Mais aujourd'hui, ben, c'est une autodéclaration obligatoire. Donc, simplement un rapport médical, on se déclare nous-mêmes, dans le fond, notre situation médicale et on le fournit à la Société d'assurance automobile. Alors, c'est tout ce qu'on a à faire. Ce rapport médical est disponible en ligne, donc on peut le voir ici. Vous voyez le site de la Société d'assurance automobile du Québec, où on voit, par exemple, ici on dit la Société d'assurance automobile met en place une nouvelle approche pour le contrôle de l'état de santé des conducteurs ayant atteint 75 ans. Il s'agit de faire remplir le formulaire dont je vous présenterai copie tantôt. Ce formulaire est obligatoire à 75 ans, même si c'est une autodéclaration. Celle-ci remplace des rapports médicaux remplis par des professionnels de la santé qui étaient demandés auparavant. Afin d'atténuer les répercussions de ce changement sur la clientèle âgée de 75 ans, ce formulaire fait l'objet d'un déploiement progressif. Alors, si vous faites partie de cette clientèle, comme le dit le site de la Société d'assurance automobile, vous recevrez prochainement une lettre vous expliquant la marche à suivre. Et si vous ne recevez pas de lettre, c'est peut-être le cas, vous avez peut-être 75 ans et vous n'avez encore reçu aucune lettre de la part de la SAAC, bien,
il n'y a aucune action à prendre. Attendez simplement que la SAC vous intervienne. C'est ce qui est écrit sur leur site Internet. Allons voir maintenant le rapport médical en question. Alors, cette autodéclaration que vous devez compléter, ben, vous allez la chercher sur Internet ou vous pouvez vous la procurer dans un des bureaux de la Société d'assurance automobile ou demander qu'ils vous l'envoient par courrier. Ben, vous devez compléter votre numéro de permis de conduire, entrer vos données personnelles et répondre à certaines questions en cochant les cases appropriées aux énoncés qui sont là. Mais si vous êtes en pleine santé et que vous n'avez aucun problème médical, bien, vous pouvez cocher simplement « Je ne souffre d'aucun problème mentionné ci-dessus ». Mais faites attention, si vous ne vous trompez pas de case, parce que si vous cochez la case en dessous qui dit « Je ne veux plus conduire, j'annule tous mes permis », bien, ça vient de finir, votre carrière de conducteur, conductrice vient de prendre fin. Alors donc, soyez vigilants dans la façon de compléter ce formulaire. Vous le complétez, vous le signez, vous le datez et vous le retournez à la Société d'assurance automobile. Alors, c'est à partir de 2021, donc c'est cette formule-là qui est utilisée pour le contrôle médical autodéclaration là, que vous devez compléter à l'âge de 75 ans. Pour ce qui est de 80 ans et plus, bien, le contrôle médical auparavant était une visite chez le médecin et puis chez l'optométriste et ça se répétait aux 2 ans. Et pour dorénavant, ben, il n'y a rien de changé, c'est exactement la même chose. Donc, les personnes titulaires de permis de conduire de 80 ans et plus sont tenues de poursuivre les contrôles médicaux devant le médecin. Alors voilà. Évidemment, la deuxième question que posent les médias lorsqu'une personne est impliquée dans une collision, c'est à quel âge le privilège de conduire doit-il lui être retiré? Ben, la réponse à cette question est relativement simple. C'est l'âge n'a aucune importance pour conduire. C'est pas une question d'âge, mais c'est plutôt une question une question de santé. Alors, je suis en santé physique, en santé mentale, j'ai pas de problème cognitif, tout va bien, ma santé globale est bonne, le privilège de conduire va être maintenu jusqu'à 100 ans et plus sans aucun problème. C'est lorsque la santé fait défaut que la situation peut devenir un peu plus précaire. Que dit la loi maintenant? Si vous le permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, la loi dit que toute personne dont les capacités fonctionnelles sont diminuées en raison d'une maladie, d'un accident ou de l'âge doit se soumettre à une évaluation afin d'en mesurer les effets sur la conduite automobile. Il peut s'agir d'un examen médical ou optométrique, et ça, peu importe l'âge. On peut avoir 30 ans, avoir eu un accident, avoir eu un problème de santé, avoir fait un AVC ou avoir subi un traumatisme crânien sévère ou quelque chose du genre, bien, c'est clair que à ce moment-là, nos capacités fonctionnelles peuvent être diminuées au point d'affecter notre capacité à conduire. Et dans certains cas, ça peut aussi être un examen de la capacité à conduire devant un évaluateur de la SAC dans un bureau des permis de conduire ou en présence d'un ergothérapeute et d'un moniteur de conduite aussi, si la situation est plus grave. Comme par exemple, je faisais référence tantôt à un AVC ou à un traumatisme crânien. Bien, c'est des situations qui souvent exigent des évaluations plus poussées pour pouvoir démontrer sa capacité à maintenir un permis de conduire. Vous voyez ici à l'écran un petit formulaire que vous recevez chaque année d'ailleurs lorsque la SAC vous envoie l'avis de paiement du droit pour maintenir votre privilège de conduire. Alors, c'est un formulaire que vous devez compléter, détacher et retourner à la Société d'assurance automobile après avoir coché les cases appropriées si votre situation de santé a changé. S'il n'y a eu aucun changement, vous n'avez pas à le faire. Mais je vous cite quelques exemples, comme par exemple, maintenant vous portez des verres correcteurs ou des lentilles cornéennes que vous n'aviez pas avant, ben vous devez le déclarer. J'en cite quelques-unes. La surdité partielle ou complète. Vous avez commencé à avoir des étourdissements ou des vertiges. Vous avez un suivi pour la basse ou la haute pression, les limitations de mouvement au niveau du cou, ainsi de suite. Donc, dépendance à l'alcool, alcoolisme ou trouble avec l'alcool, ainsi de suite. Donc,
vous cochez les éléments qui vous concernent et puis vous retournez ce petit formulaire à la Société d'assurance automobile et il pourrait en résulter ensuite une demande d'examen plus poussé devant un spécialiste selon la situation qui prévaut dans votre cas. Mais on est tenu par la loi de le faire. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez des personnes centenaires titulaires d'un permis de conduire, mais mes recherches ont permis d'en trouver quelques-unes que je vous présente. Alors, je vous présente ici M. Léo Asselin, qui a paru dans le journal Le Nouvelliste en 2016. Monsieur avait 100 ans et toujours les deux mains au volant. Je vous présente Silvio Fréchette, un monsieur de Saint-Gabriel de Brandon, qui, en 2017, a paru dans l'actualité transport. Donc, à 102 ans, monsieur conduisait toujours et puis ainsi de suite. Alors, madame Claire Sigouin de Bois-des-Filions, à 103 ans, elle vit toujours dans sa maison. En tout cas, c'était ce que l'article en 2016 démontrait. Ici, un cas exceptionnel, hein, une dame du Michigan, 114 ans, a conduit jusqu'à l'âge de 106 ans. Donc, ce sont des exemples comme ça qui vont faire surface de plus en plus au cours des prochaines années, compte tenu du vieillissement de la population et de l'état de santé dans lequel on trouve, parce qu'on est en meilleure santé aujourd'hui. Des personnes nanogénaires plus près de nous, M. Hector Gagné, qui demeure en Beauce, que j'ai eu la chance de rencontrer moi-même. Donc, il a fêté son 100e anniversaire au mois de juin, puis lui, il a pris la décision d'accrocher ses clés, donc de décider lui-même d'arrêter de conduire parce qu'on le voit en bas du texte sur l'écran. Il a décidé de se retirer avant que la Société d'assurance automobile l'oblige à le faire, même si son état de santé maintenant est encore appréciable, mais il est vulnérable. Il y a quand même, les effets de l'âge se font sentir. Il y a Madame Grégoire, 92 ans, qui conduit toujours sa rutilante Chevrolet Impala. Donc, ce sont des exemples qu'on va voir de plus en plus et peut-être que nous, on fera partie de cette clientèle de conducteurs, conductrices âgées de plus en plus. Maintenant qu'on connaît les statistiques, passons aux principales causes de collision qu'on retrouve sur nos routes, avant de passer un peu plus loin aux manœuvres de conduite. Alors, quelles sont les principales causes d'incidents et de collisions qu'on retrouve sur nos routes, toutes saisons confondues et toutes catégories d'usagers confondues également? Alors, les principales causes d'incidents et de collisions, d'abord, c'est la distraction. Donc, la distraction, toute catégorie, à cause du cellulaire, on boit de l'eau, on mange dans l'auto, on a un bébé à bord qui fait une crise et tout ça. Donc, c'est sûr que ça nous distrait. Écouter de la musique qui est entraînante ou un peu trop forte ou peu importe, qui nous détourne de l'attention de conduire, ben, c'est des phénomènes qui contribuent à nous distraire. L'autre principale cause, c'est la vitesse. Ensuite, la consommation d'alcool, de drogue et de médicaments et la fatigue, qui est un phénomène qu'on oublie trop souvent, mais qui est excessivement important à considérer. Alors, ces 4 sources de causes d'accidents et de collisions sur les routes, c'est pour tous les usagers, c'est confondu. Hein, ce n'est pas destiné à une catégorie en particulier. Il y a les cyclistes, les piétons. Un piéton qui marche avec son cellulaire en main et puis qui est en train de composer un texto, c'est sûr qu'il n'est pas concentré et il devient de plus en plus vulnérable à ce moment-là. Pour l'automobiliste, le camionneur, le chauffeur d'autobus, le motocycliste et même ceux qui utilisent les quadriporteurs qu'on voit de plus en plus sur nos routes, ben, c'est certain que ces sources d'incidents et de collisions sont, bien sûr, ces gens-là sont concernés par ces causes-là. Donc, on va les reprendre une à une. La cause première, qui est la distraction, bien, on dit que les sources de distraction au volant sont aussi diverses que nombreuses. Par exemple, en tête de liste, c'est la cigarette. Selon la Société d'assurance automobile du Québec, ils ont fait une liste des sources de distraction. Ben oui, la cigarette est l'une des sources les plus importantes. Il y a ensuite la manipulation de téléphones intelligents et du GPS.
Évidemment, le GPS, il est très utile, mais encore, ne faut-il pas le manipuler lorsqu'on est en route? On doit s'arrêter pour le faire. Sans oublier le fait de boire ou de manger, puis quoi encore? Alors, la source de ces données vient vraiment de la Société d'assurance automobile du Québec. Et quels sont les effets et conséquences sur le bilan routier de la distraction? Ben, la distraction est l'une des principales causes de décès et de blessures sur les routes dans l'ensemble du pays, selon la Fondation des recherches sur les blessures de la route. Il y a aussi des mois et des jours, même des heures où la distraction cause des victimes de la route. Par exemple, en période estivale, de mai à septembre, la distraction est impliquée dans plus de 50 des blessures et des décès sur la route. Et elle est impliquée, la distraction, dans 11,4 dans les collisions qui se produisent les fins de semaine, par exemple le samedi, le dimanche, 14,2 au début de la semaine, les lundis, mardis et mercredis, et 7,2 la fin de semaine, les jeudis et vendredis. C'est des données qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui doivent être considérées parce qu'on sait que dans ces périodes-là, les risques sont plus élevés. Il y a même les plages horaires. On dit que de midi à 17 heures, la distraction cause davantage de collisions et de dommages corporels. Alors, c'est encore une fois une donnée importante à se rappeler. Et il y a le fameux cellulaire. On dit que l'inattention provoquée par provoque plus de collisions mortelles pendant, évidemment, que l'alcool. Et ça, évidemment, c'est l'actualité de transport qui le mentionnait et c'est encore vrai aujourd'hui. Un petit quiz rapide pour la distraction au volant. Par exemple, ici, vous voyez 4 photos en A, B, C, D. La photo A, on dit, puis quelle est l'image qui constitue une infraction d'après vous? La photo A, on dit parler au téléphone. B, boire un breuvage non alcoolisé. C, manger. Et D, se maquiller. Alors, d'après vous, quelle est la photo qui représente une infraction selon le Code de la sécurité routière? Bien, c'est parler au téléphone. Évidemment, téléphone en main, comme on le voit là, on peut parler en main libre, mais il y en demeure pas moins que parler en main libre, ben, lorsqu'on agit de la sorte et qu'on conduit en même temps, ben, notre attention est partagée entre ce qu'on dit et ce qu'on est en train de faire en conduite. Ben, c'est certain que ça va avoir aussi un effet sur la capacité à se concentrer au volant. Et évidemment, toutes les autres, comme boire, manger, se maquiller, ben, ce sont des sources aussi qui peuvent être des causes de risque, mais ce n'est pas nécessairement puni par le Code de la sécurité routière. Un autre, et on dit, l'énoncé ici, c'est il est permis de prendre son appareil mobile dans ses mains seulement pour utiliser la fonction GPS. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Ben, j'ai répondu à ça tantôt lorsque je parlais du téléphone. Évidemment, c'est faux parce que le téléphone ne peut pas être tenu en main. Il doit être sur un support fixe à l'intérieur du véhicule et ne doit être manipulé pour aucune raison si on est en mouvement. La deuxième cause d'incident de collision, on parle de la vitesse. Ben oui, la vitesse est importante. Et puis, est-ce qu'on gagne du temps à rouler plus vite? On sait, la plupart de nous, de temps en temps, on se décide, on prend la chance de rouler un peu plus rapidement que la vitesse prescrite, soit disant que les policiers accordent une marge de tolérance. Ça, c'est pas écrit nulle part, quoiqu'on sait que dans la pratique, ça s'applique aussi. Mais est-ce qu'il y a un risque de rouler plus rapidement? D'abord, regardons si on gagne du temps. Alors, dans le tableau qu'on voit ici, on dit que rouler sur une distance de 10 km, pardon, à 70 km/h au lieu de 50, parce que c'est une zone de 50, on gagne 4 minutes. Alors que rouler 15 km à 90 km/h dans une zone de 70, on gagne cette fois-là 3 minutes. Et sur une distance de 20 km, pardon, rouler 110 au lieu de 90, on gagne 2 minutes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, lorsqu'il est question de quelques minutes sur un trajet donné, de rouler plus rapidement? Ben, il faudrait d'abord en connaître les risques. Qu'en est-il des risques, justement? Donc, dépasser les limites de vitesse, il y a des effets et des conséquences sur le bilan routier. Quels sont-ils? Alors, outre
le fait de commettre une infraction passible d'une amende et de l'inscription de points d'inaptitude à votre dossier, selon le Code de la sécurité routière. L'Organisation mondiale de la santé démontre que une hausse de 1 km de la vitesse, 1 km/h de la vitesse, augmente de 3 l'incidence des accidents faisant des blessés et de 4 à 5 l'incidence d'accidents mortels. C'est quand même important à considérer et ces données sont toujours valides aujourd'hui, même si elles ont été publiées en 2018. Certes, la vitesse n'est pas le seul facteur contributif. Il faut comprendre qu'il n'y a jamais un seul facteur dans un accident. C'est toujours multifactoriel. Mais il faut dire que la SAAC a publié que chaque jour au Québec, 8 piétons sont victimes d'un accident de la route et que chaque semaine, un piéton décède dans une tragédie routière. Et on l'a connu cet été, je le répète, je l'ai dit tantôt, mais cet été a été particulièrement tragique au niveau des piétons, en espérant, en tout cas, moi, je l'espère, que ce n'est pas une tendance pour les années à venir. Alors, à vous de voir si le risque en vaut la peine de rouler plus vite que la vitesse permise, parce que rappelez-vous que l'important, c'est la mobilité en toute sécurité. Ce n'est pas d'arriver vite à destination qui est important, mais c'est d'arriver point final. Alors, donc, il y a des effets et conséquences sur la vision aussi de dépasser la limite de vitesse. Voyons ce qu'il en est. On voit ici une photo, il y a une photo, on dit qu'à 40 km/h, la vision est de 100 degrés, alors que normalement, la vision devrait s'approcher le champ de vision devrait s'approcher de 180 degrés. Mais à 40 km/h, on voit que le groupe de cyclistes devant nous est quand même assez visible. À 70 km/h, la vision diminue, le champ de vision diminue à 75 degrés. On voit un peu moins le groupe de cyclistes qui se situe devant nous, mais on le voit quand même passablement bien. À 100 km/h, le champ de vision est réduit à 45 degrés. Alors, on voit quand même, mais beaucoup moins, comme vous pouvez le constater. Imaginez si on décide de rouler 130 maintenant. À 130 km/h, notre vision, selon le guide de la vue qui est publié sur un site français, on voit que à 130 km/h, la vision, le champ de vision est de 30 degrés et on voit à peine le groupe de cyclistes qui est situé devant nous parce que notre attention est portée vers l'avant, étant donné que ça défile de plus en plus vite autour de nous. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il faudrait se poser la question de dépasser les limites de vitesse. La troisième cause de collision maintenant, d'incidents et de collision, c'est l'alcool, les drogues et les médicaments. Alors, il y a un effet sur le bilan routier, c'est clair. Et saviez-vous que l'alcool est encore l'une des principales causes d'accidents, même si ce n'est pas la principale, c'est l'une des principales. Chaque année, l'alcool au volant cause en moyenne 110 décès, 260 blessés graves et 1800 blessés légers. C'est quand même important. Et on l'a dit tantôt, un décès ou un blessé, c'est toujours un de trop. Alors, il faut prendre des moyens de se comporter autrement de manière à éviter que ça se produise. En plus d'être une infraction criminelle, une première condamnation pour conduite avec faculté affaiblie par l'alcool entraîne entre autres une révocation du permis de conduire et toutes les autres conséquences, soit les amendes, les frais d'avocat, les antidémarreurs, ainsi de suite, et même la cotisation à l'indemnisation des victimes d'accidents, d'actes criminels. Alors, il y a des coûts importants liés à ça et un phénomène social qui, lorsqu'on se retrouve sans permis de conduire, ça peut avoir des effets sur l'emploi et tout, et sur la famille. Donc, il y a quelque chose d'important à considérer dans les effets de l'alcool, des drogues et des médicaments sur le bilan routier. Donc, un choix s'impose. Il faut boire ou il faut conduire. Donc, c'est l'un ou l'autre. On n'a pas, on ne peut pas faire les deux. Les deux ne vont pas ensemble. Et les mêmes règles s'appliquent à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et les médicaments. C'est la même chose. Et de plus en plus, les autorités sont capables de dépister la drogue chez les conducteurs. Donc, c'est aussi un phénomène qui est surveillé de plus en plus. Même chose pour les médicaments, quoique c'est moins évident à mesurer de la part des autorités, mais les pharmaciens, les médecins qui prescrivent des médicaments sont en mesure de vous informer des risques que ça peut avoir sur les capacités fonctionnelles et votre capacité à conduire.
La quatrième cause, on parlait de la fatigue. Bien, il y a des effets et conséquences sur le bilan routier aussi. Savez-vous que la fatigue est une des causes principales, encore une fois, du bilan routier. Et chaque année, près de 80 personnes décèdent et 8 500 sont blessés dans des collisions et des incidents liés à la fatigue, selon la SAAC. Alors, conduire avec les facultés affaiblies par la fatigue, parce que oui, c'est une cause de facultés affaiblies, bien, ça veut dire avoir de la difficulté à prendre des bonnes décisions, avoir besoin de plus de temps pour réagir à une situation, avoir de la difficulté à voir et à distinguer ce qui se passe. Pensez juste à vous dans la vie de tous les jours. On dit, je suis mort de fatigue, je vois plus clair tellement je suis fatigué. Ben, quand on est au volant, c'est exactement le même phénomène qui se produit. Et notre jugement est également altéré. Alors donc, fatigue, alcool, drogue, médicaments, si on mélange ces 4 éléments-là ensemble, voyez-vous à quel point notre comportement peut être explosif. Alors, les mêmes règles que celles concernant la capacité, la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, les drogues et les médicaments, s'applique à la fatigue, quoique encore là, c'est plus difficile pour un policier à démontrer que je conduisais de façon erratique parce que je suis fatigué, contrairement à l'alcool où la mesure est plus simple à prendre. Alors, on dit que sur la route, la somnolence qui provient de la fatigue, on peut s'endormir au volant, ben, ça multiplie par 8 le risque d'accident. Alors, est-ce que ça vaut la peine de prendre cette chance? Pas sûr. Maintenant, la conduite automobile, on le sait, c'est une tâche complexe et exigeante. On dit que c'est la tâche humaine la plus complexe qui puisse exister parce que quand on roule, on se déplace, on se déplace vite, plein de choses se passent autour de nous, on doit prendre des décisions rapides. Ben, c'est ce qui rend la conduite si complexe. Et évidemment, si la conduite est une tâche complexe, et que ça bouge beaucoup autour de nous lorsqu'on roule. Imaginez à 50 km/h, on se déplace de 14 mètres secondes, 100 km/h, 28 mètres secondes. Imaginez-vous à quel point ça se déplace vite. Ben, pour ça, on a besoin d'une bonne vision. Alors, quelle est l'importance de la vision en conduite automobile? Alors, les yeux procurent jusqu'à 85 de l'information dont une personne a besoin pour prendre des bonnes décisions au volant. Pourtant, dès l'âge de 40 ans, selon le site Internet de l'Association canadienne des automobilistes, la vue commence à baisser et continue peu à peu à se détériorer. La quantité de lumière nécessaire pour conduire double à peu près tous les 13 ans. Ainsi, à l'âge de 45 ans, on peut avoir besoin de 4 fois plus de lumière qu'une personne âgée de 19 ans. Et il en faut 10 fois plus à un sexagénaire. Ensuite, la capacité à poser clairement son regard sur un objet diminue avec l'âge. Par exemple, les yeux des jeunes mettent environ 2 secondes à réaliser la focalisation entre les objets éloignés et plus rapprochés. Par exemple, lorsqu'on passe notre regard de la route devant nous à l'indicateur de vitesse ou à un panneau de signalisation, peu importe. Alors, chez les personnes de 40 ans et plus, le temps nécessaire à cette focalisation est de 3 secondes et plus et le délai augmente avec l'âge. Il y a l'éblouissement également qui est un facteur important à considérer. Contrairement à une jeune personne de 16 ans, il faut 8 fois plus de temps à une personne de 55 ans pour récupérer après avoir été ébloui. Par exemple, lorsqu'on rencontre une voiture le soir dont les phares demeurent sur les hautes, le conducteur n'a pas baissé l'intensité des phares. Qu'en est-il de la vision périphérique? La vision périphérique se trouve également diminuée avec l'âge. Il en est de même avec la perception des profondeurs. Et cela peut affecter la capacité à déterminer à quelle vitesse les autres se déplacent, par exemple. Et il y a le phénomène des éclairs et des corps flottants. Moi, je suis aux prises avec ça actuellement depuis quelques années. Par exemple, le soir, il m'arrive, lorsque je suis dans un éclairage très, très faible,
d'avoir des éclairs dans mon champ de vision. Et même chose pour les corps flottants, hein, des espèces de fils d'araignée qui se promènent dans notre regard. Ben, plus on vieillit, plus on risque d'être affecté par ça. Alors, on dit, même si le changement devient brutal avec un moment donné dans notre processus de vieillissement et que les éblouissements et le nombre de corps flottants augmentent de façon importante, moi, en tout cas, mon optométriste me dit de consulter dès que je sens un malaise par rapport à ça, parce que ça peut avoir une conséquence importante sur notre vision. Il y a aussi l'éblouissement, j'en parlais tantôt, par exemple, à cause du soleil. Donc, on se promène en auto en fin de journée et de plus en plus, là, la noirceur arrive tôt, donc le soleil est bas plus tôt. Alors, quand on se retrouve face à un éblouissement au soleil, qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, on doit baisser le pare-soleil, avoir des verres fumés propres et en bonne condition autant que possible, mais on peut aussi, en tant que retraité, en tant que personnes qui peuvent facilement gérer leur déplacement, bien, il est important peut-être de choisir des moments où l'éblouissement est moins présent pour effectuer ce déplacement. Alors, ça s'appelle la gestion des déplacements qui nous permet, nous les aînés, on a cette possibilité-là facilement à cause d'un horaire qui est plus léger. Qu'en est-il de la conduite de nuit aussi? Alors, j'ai ici une petite vidéo d'un papy qui va se promener avec sa petite fille en auto. Alors, je vous laisse voir cette vidéo et vous en déduirez par vous-même l'importance de se comporter autrement dans la conduite de nuit. Ça, c'est mon papy. Je l'adore, mon papy. Il vient me chercher à l'école tous les mardis. Quand j'ai pas cours, on va se promener tous les deux. Et parfois, il nous arrive des aventures. Aller au cinéma avec mon papy, c'est vraiment ce que je préfère. C'est souvent moi qui choisis le film, mais c'est lui qui choisit la place. Car avec ses lunettes, il préfère ne pas être trop loin de l'écran. C'est ainsi. Avec l'âge, la faculté de bien voir dans la pénombre et de distinguer les contrastes diminue. Dans l'obscurité, l'évaluation correcte des distances régresse aussi. L'hiver, quand on sort du cinéma, il fait souvent nuit. Les phares nous éblouissent. Je ne suis pas toujours très rassurée, mais j'ai confiance en mon papy. Il conduit plutôt bien. C'est vrai, vous êtes plutôt prudent et vous conduisez depuis longtemps. Mais pour votre sécurité et celle de vos proches, évitez si possible de prendre la route de nuit et faites contrôler régulièrement votre vue par un spécialiste. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, et vous, qu'en pensez-vous? Bien, ça résume bien là, tout ce qu'on a pu dire auparavant sur l'importance de la vision. Il y a une seule catégorie de conducteurs qui ne peuvent pas conduire, ce sont les malvoyants. Alors, c'est important de prendre en considération que la vision, c'est précieux. Il faut s'en préoccuper et c'est pour ça qu'il faut consulter régulièrement un spécialiste de la vision pour pouvoir demeurer autonome au volant le plus longtemps possible ou prendre la décision de pouvoir choisir de conduire différemment ou de s'arrêter de conduire éventuellement. On va le voir plus loin. Alors, comment utiliser sa vision de façon optimale, peu importe sa condition, la vision? Bien, il faut être capable de porter son regard loin devant. On dit jusqu'à au moins 12 secondes. Et quand je vous disais tantôt qu'à 100 km/h, on se déplace de 28 mètres secondes, bien, calculez la distance à laquelle notre regard doit être porté en multipliant 28 par 12. Ça va vous donner une idée de la profondeur de vision qu'on doit être capable, jusqu'où notre vision devrait être capable d'être portée lorsqu'on circule. Il faut également bouger les yeux constamment en observant la signalisation, les rétroviseurs, la vitesse, nos angles morts et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de chance à prendre de ce côté-là. Les yeux doivent bouger constamment. Et le contraire aussi, éviter de fixer parce que dans la vie, là où on regarde, là où on va, peu importe ce qui se passe, qu'on soit à pied, qu'on soit à vélo, qu'on soit en ski, qu'on soit en bateau, en moto, là où on regarde, là où on va se diriger. Alors, l'importance de garder les yeux mobiles constamment. Maintenant, parlons des habitudes de préconduite. Évidemment, peu importe la condition dans laquelle on est, si on est encore autorisé à conduire, il est important de bien s'installer à bord
de notre véhicule. Alors, voyons ce qui en est des ajustements au volant, selon l'Association canadienne des ergothérapeutes. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui est tirée de YouTube et qui présente les conseils d'un ergothérapeute en la matière. Alors, voilà. Faites-vous partie de la centaine de milliers d'automobilistes qui prenaient la route au quotidien, chaque semaine pour aller au boulot? Est-ce que vous adoptez la bonne position de conduite? Ben, on va en parler avec Marie-Hélène, qui est docteure en chiropratique. Marie-Hélène, quelle est la bonne position de conduite? On commence par la tête, donc l'appui-tête doit supporter notre tête, mais il ne doit pas la pousser vers l'avant. Donc, pas trop vers l'avant, sinon ça peut amener des tensions au niveau du cou, au niveau des épaules. Ça, c'est bon? Ça, c'est bon. Je fais une petite parenthèse pour les dames qui ont des queues de cheval ou des pinces. Donc, on essaie d'éviter d'avoir ça parce que ça va encore une fois projeter la tête en avant. Parfait. C'est pas mon problème. Non, effectivement. Alors, au niveau du dos, on garde le dos bien appuyé, les fesses au fond. Donc, vraiment pour bien supporter les lombaires. Oui. Si notre voiture a des coussins lombaires, on les gonfle, on les ajuste pour que ça couvre bien le creux dans le bas de notre dos. Et puis, au niveau de la distance du dossier, bien, déjà en partant, notre sternum doit être à 25-30 cm de notre volant. C'est pas mal ça. Donc, on est assez rapproché pour avoir les coudes, la distance à peu près de l'avant-bras pour notre distance du volant. J'aime ça. Et puis les coudes près du corps, qui nous permet un meilleur contrôle, une meilleure conduite, mais aussi une meilleure détente au niveau de nos structures. La hauteur du banc, la hauteur du volant, bien ça, c'est une question de confort. Faut pas être trop haut, j'imagine. Pas trop haut, pas trop bas. Donc vraiment que le bras soit près, les coudes toujours près du corps. Donc si on est trop loin ou notre volant est trop haut, bien, on va avoir tendance à étirer les bras. La position idéale des jambes, moi, j'aime ça avoir la jambe légèrement fléchie. Est-ce que c'est la bonne position à adopter? On doit avoir la jambe qui est bien appuyée à notre siège et les pieds pas trop loin des pédales. Donc, on ne veut pas avoir tendance à glisser sur les fesses, s'asseoir sur les reins pour aller chercher nos pédales. Donc, d'avoir une bonne distance. Puis la hanche qui est assez dégagée aussi. Parfait. Donc, c'est vraiment notre truc, les coudes. Qu'est-ce que tu recommandes aux automobilistes qui font de longs trajets? On peut faire de petits exercices, idéalement à l'arrêt, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire pendant qu'on conduit. Rouler les épaules vers l'arrière, vers l'avant, soulever une fesse, soulever l'autre pour faire des petits balancements du bassin. Oui. Ça va nous permettre de délier le bas du dos aussi. 1h30, 2 heures, c'est pas mal le maximum. On s'arrête, on marche un petit peu, on fait quelques flexions et puis après ça, on repart. Marie-Hélène, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors faites comme moi, consultez votre chiropraticien, ça fait tellement du bien. Et pour tous les détails, consultez le chiropratique.com. Alors voilà donc quelques trucs et conseils intéressants. Maintenant, je vais aller un peu plus en détail concernant la façon de porter la ceinture de sécurité. Est-ce que, d'après vous, la photo ici présente un conducteur qui porte bien sa ceinture de sécurité? On voit que la ceinture descend en bas de l'épaule. Eh bien, c'est pas une façon de faire qui protège la personne. Même chose ici, où on voit le conducteur qui porte sa ceinture sous le bras. C'est une situation excessivement dangereuse en cas d'impact. Il ne faut pas oublier qu'en cas d'impact, notre corps, le poids de notre corps peut augmenter jusqu'à 20 fois sous la pression. Alors, imaginez que j'ai la ceinture sous le bras. Qu'est-ce qui peut arriver avec mon épaule et tout ça? Donc, il faut être bien précis dans la façon d'ajuster sa ceinture. Puis là, je vais vous montrer la façon de le faire étape par étape. Alors, d'abord, on voit ici la personne qui est assise au volant avec un manteau d'hiver parce que c'est important. On s'en vient avec cette période-là. Les deux mains au volant, 9h et 3h. Ça, c'est important aussi. Les mains doivent être bien positionnées de chaque côté du volant. Pourquoi? On voit souvent des conducteurs avec la main gauche ou la main droite en haut du volant à midi. C'est dangereux parce que imaginez que le coussin gonflable se déploie. La première chose que le coussin va rencontrer, c'est notre bras. Peut-être qu'on va se mériter un bon coup dans le front assez rapidement et auquel on ne s'attendait pas. Alors, on voit que la ceinture doit passer sur l'épaule, ici sous le capuchon, bien adhérée à l'épaule. On voit que la ceinture sous-abdominale, ça dit sous-abdominale, doit passer sous le ventre et bien appuyée sur les hanches. Et si on a l'habitude de porter un cellulaire dans la poche de son manteau, ben, il faut l'enlever de là parce qu'imaginez que la ceinture passe par-dessus. En cas d'impact, le cellulaire peut devenir une cause de blessure importante. Pour l'appui-tête, c'est important. On appuie rarement nos appuis-têtes. Ça se fait, on oublie souvent ça, mais c'est aussi un système de retenue au même titre que la ceinture. Ben, le haut de la tête doit arriver le plus à la hauteur possible
de l'appui-tête. Même chose au niveau de la distance, on en parlait dans la vidéo, distance entre le volant et le sternum, bien c'est à peu près 25 à 30 cm, qui est la course de déploiement du coussin gonflable en cas d'impact. Et si on est trop près du volant, bien le coussin gonflable va venir nous frapper. Et si on est trop loin, c'est nous qui allons frapper le coussin gonflable. Donc, il est important d'avoir ce 25 à 30 cm de distance. Et notre vision doit être au moins de 2 à 3 pouces au-dessus du volant pour assurer une bonne visibilité au-dessus du volant. Alors, pourquoi faut-il prendre le temps de bien s'installer convenablement et de s'attacher dans la voiture? Ben, c'est simple. La SAC l'a diffusé cet été. On dit environ 30 des conducteurs et des passagers décédés dans un accident de la route n'étaient pas attachés. Ben oui, encore aujourd'hui, 30 des conducteurs qui ont été impliqués dans une collision ne portaient pas leur ceinture. En moyenne, 50 personnes non attachées décèdent chaque année et 120 subissent des blessures graves. Et si tous les occupants d'un véhicule s'attachaient, regardez ce qui est important de noter, 25 décès et 60 blessés graves seraient évités chaque année. Alors, pensons-y, prenons le temps de bien s'attacher, non pas en partant, en roulant à 15-20 km/h, mais avant de mettre le véhicule en mouvement. Alors, on va passer maintenant, bien sûr, aux tâches de conduite, aux tâches et aux manœuvres de conduite, et on va le faire, évidemment, avec une attitude de partage de la route. Alors, dans ce qui suit, on va passer en revue certains éléments, certaines manœuvres de conduite qui peuvent devenir plus complexes à effectuer avec l'âge. D'abord, afin de favoriser l'autonomie le plus longtemps possible. Aussi, afin de conserver ou de retrouver le plaisir de conduire. Il est tellement important d'avoir du plaisir lorsqu'on est au volant. Si on est contraint de conduire plutôt que de le faire de plein gré et avec plaisir, notre attitude et nos comportements vont être complètement différents. Et afin d'envisager divers moyens d'arriver à se comporter autrement, qui est le thème de notre présentation. Alors, cet exercice sera l'occasion de mettre à jour certains éléments de signalisation du Code de la sécurité routière et de s'approprier des trucs et conseils favorisant le développement d'habiletés compensatoires à la perte de capacité fonctionnelle en se rappelant que l'important, c'est pas d'arriver vite, c'est d'arriver, donc d'assurer une mobilité en toute sécurité. On voit ici une zone scolaire. Donc, c'était la première situation que je présente. Quelle analyse fait-on de cette situation et quel comportement devrait-on adopter? D'abord, on voit le panneau qui annonce la zone scolaire, qui précède toujours les zones scolaires dans toutes les municipalités du Québec. On voit ensuite le panneau d'arrêt avec en fait, c'est un panneau de 3 directions, des arrêts obligatoires. Et aussi le début de la zone scolaire qui est le pentagone bleu, le pentagone de couleur chartreuse, où la vitesse est limitée à 30 km/h. On sait que le Code de la sécurité routière dit que les zones scolaires ne peuvent pas être à plus de 50 km/h de vitesse permise, mais de plus en plus, et d'ailleurs ça fait partie du plan de sécurité routière que préconise Transport Québec pour les prochaines années, ça va devenir une norme d'être à 30 km/h dans une zone scolaire. Alors, quelle est cette situation? Comment on devrait se comporter dans cette situation-là pour se conduire autrement? Ben, d'abord, respecter les vitesses permises, au moins. On n'est pas obligé de rouler 30 parce que c'est 30 si la situation l'exige. Il faut ouvrir l'œil, il faut demeurer vigilant, il faut porter une attention particulière à la présence d'autobus scolaires, il faut se méfier du va-et-vient aussi de la circulation des véhicules des parents et nous, les grands-parents, qui assurons parfois le transport de nos petits-enfants à l'école. Souvent, ce sont les conducteurs, monsieur, madame, tout le monde, qui deviennent les plus dangereux dans les zones scolaires, même ceux qui vont reconduire les enfants. Alors, il ne faut pas oublier que depuis 2019, l'amende dans les zones scolaires sont doublées, le montant des amendes est doublé, de même que le nombre de points d'inaptitude. Alors, c'est important de prendre ça en considération dans notre décision de rouler plus vite, au-delà du fait que c'est dangereux. Maintenant, les autobus scolaires.
On en voit de plus en plus depuis 2 semaines, dans le fond. Alors, quelle analyse fait-on de la situation qu'on voit ici et quel comportement adopter? On voit les autobus scolaires qui sont dans une section un peu en dehors de la partie de la chaussée où circulent les véhicules. Et on voit aussi des véhicules qui sont stationnés le long du trottoir, qui sont en fait des parents qui viennent reconduire ou chercher leurs enfants. Alors, donc, comment on doit se comporter autrement dans cette situation-là? J'ai 3 choix. Donc, s'arrêter lorsque les feux intermittents des autobus sont en fonction, soit s'arrêter, peu importe que les feux intermittents soient en fonction ou non, ou poursuivre sa route en redoublant de prudence. Ben, le choix est C, de poursuivre sa route en redoublant de prudence parce que, pourquoi redoubler de prudence? D'abord parce que c'est une zone scolaire, ça va de soi, mais aussi parce que les enfants qui viennent rejoindre les parents ou les grands-parents dans les véhicules stationnés, ben, un enfant, c'est imprévisible, il faut toujours prévoir qu'il ne fera pas ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse. Alors, il faut redoubler de prudence dans cette situation-là. Ici, on a une situation où la mini-fourgonnette grise veut faire un demi-tour, un virage en U, un U-turn. Alors, comment le conducteur devrait agir? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Alors, donc, premier choix, on voit d'abord que les feux de circulation sont en forme de flèche qui indiquent d'aller droit. Alors, est-ce qu'on doit ralentir à ce moment-là ou s'arrêter et observer le passage aux usagers, céder le passage aux usagers circulant en sens inverse? Est-ce qu'on doit ralentir, observer et tourner car le virage est protégé par le feu vert ou continuer tout droit et effectuer un demi-tour à une autre intersection? Bien, le choix est simple. Les flèches vertes l'indiquent. Il faut continuer tout droit et aller faire notre demi-tour à un autre endroit parce que les feux de circulation indiquent que je ne peux pas faire un demi-tour là. Même en l'absence de panneaux d'interdiction de faire un demi-tour. Le virage à gauche maintenant, selon la Société d'assurance automobile, c'est une manœuvre qui implique évidemment davantage de conducteurs aînés dans des collisions. Alors, on a ici le véhicule bleu qui s'apprête à tourner à gauche à la lumière. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? Le feu vert n'est pas protégé. On voit un feu rond là, qui indique pas une flèche ou il n'y a pas de clignotant. Donc, c'est un feu vert qui indique qu'on doit faire à peu près n'importe quoi, sauf, évidemment, il faut respecter certaines règles. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? Le conducteur du véhicule bleu doit signaler, s'avancer jusqu'à la ligne latérale de la chaussée et arrêter, laisser la priorité à la circulation en sens inverse et tourner dans la voie B, ou signaler, arrêter à la ligne d'arrêt, laisser la priorité à la circulation en sens inverse et tourner dans la voie B, ou C, signaler, arrêter à la ligne d'arrêt, laisser la priorité à la circulation en sens inverse et tourner dans la voie A. Alors, le choix de réponse ici, c'est A. Donc, le conducteur de l'auto bleue va évidemment laisser passer, s'avancer jusqu'à la ligne latérale de la chaussée, laisser passer le véhicule jaune et toute la circulation qui suit. Et lorsque toute la circulation la voie de circulation sera libre de toute circulation, bien à ce moment-là, il devra vérifier dans l'intersection son angle mort, parce qu'il peut y avoir un cycliste ici qui circule en sens inverse, qui se dirige vers la voie de circulation inverse et un coup d'œil dans l'intersection. L'angle mort ici est excessivement important et s'engager dans la voie B et non pas dans la voie A comme on voit régulièrement. La voie A sera réintégrée par le conducteur un peu plus loin lorsque la situation le permettra. Donc, c'est complexe un virage à gauche à une intersection à ce type de feu de circulation. Et si on a des craintes, on a des doutes sur la capacité d'être capable de le faire rapidement et en toute sécurité, bien, il y a des solutions. Il faut se comporter autrement dans ces conditions-là. Alors, pourquoi ne pas se rendre à l'intersection suivante où le virage à gauche peut être protégé par une flèche verte ou un feu vert clignotant? C'est un choix qu'on fait de se faciliter les choses. C'est important pour avoir le plaisir de conduire. Il faut que ça soit facile, il faut que ça soit agréable. Ou encore, pourquoi ne pas se rendre à la prochaine intersection où le virage à droite est autorisé et effectuer 3 virages à droite et intégrer la voie E
pour poursuivre sa route. Alors, vous voyez la flèche sur l'écran que je dirige. Le conducteur s'en vient dans la voie 4, continue là où il peut tourner à droite, fait un virage en 3 points et revient dans la voie A. Alors, c'est une façon de se faciliter les choses et de pouvoir conserver son autonomie et de peut-être éviter d'entretenir les préjugés envers les conducteurs âgés. Alors, le virage à gauche, il faut s'en préoccuper. Maintenant, le dépassement d'un véhicule. On est tous portés parfois à dépasser un véhicule sur la route, même parfois lorsque le véhicule qui nous suit, qui nous précède, roule déjà à la vitesse permise. Parfois, on dit « Ah, c'est beau, je vais le dépasser ». Ben, est-ce que c'est si simple que ça, faire le dépassement d'un véhicule? D'abord, il faut se poser une première question. La première question qu'il faut se poser avant de dépasser un véhicule, c'est est-ce que c'est nécessaire de le dépasser? Si on répond oui à ça, parce qu'il roule plus lentement que la vitesse autorisée, parce que ça nous dérange, ça nous affecte, oui, on peut le dépasser, mais il faut répondre sincèrement à cette question. Alors, si oui, véritablement, ben, il faut s'assurer de la légalité, il faut éviter de talonner le véhicule qui nous précède, parce que plus on va le suivre de près et plus on va devoir changer de voie avant d'accélérer pour le dépasser, alors que si on est plus loin, on va pouvoir commencer à accélérer dans notre voie de circulation avant de le dépasser et on va s'exposer moins longtemps dans la voie de dépassement. Il faut s'assurer d'être vu en signalant, en faisant un appel de phare si nécessaire. Il faut demeurer alerte aussi. Il faut faire preuve de vigilance parce que, puis évidemment, on va devoir reprendre notre voie après lorsqu'on aura vu complètement le véhicule dépasser dans notre rétroviseur et avoir vérifié son angle mort. On va en parler tantôt des fameux angles morts. Savez-vous que l'on parcourt une distance de 250 mètres lorsqu'on dépasse à 90 km/h un véhicule qui roule 70? C'est quand même un quart de kilomètre qu'on parcourt lorsque, à 20 km/h de plus que le véhicule qu'on dépasse, on s'engage dans cette manœuvre. C'est quand même important à considérer. Un quart de kilomètre, pensez-y. Les angles morts. On connaît tous les angles morts. On a été surpris parfois par un véhicule qu'on n'avait pas imaginé qu'il pouvait se trouver là. On voit ici sur la photo l'angle mort de gauche, l'angle mort de droite. Donc, il cache dans nos rétroviseurs. À un moment donné, on ne voit plus le véhicule qui s'y trouve. Et quand on doit vérifier nos angles morts, ben, c'est simple. D'avant chaque manœuvre, ne serait-ce que de se réintroduire en circulation, par exemple, après s'être arrêté en bordure du trottoir, avant chaque changement de voie, avant chaque virage à une intersection, il faut vérifier son angle mort parce qu'il peut y avoir un vélo quelque part qui nous suit. On sait qu'en ville, entre autres, les vélos se déplacent parfois aussi rapidement, sinon plus, qu'une voiture. Alors, est-ce qu'on peut réduire la zone d'angle mort autour de sa voiture? On voit ici un rétroviseur, d'abord avec le petit miroir convexe qui y est apposé. Ben oui, ce miroir convexe vient nous aider à élargir un peu la portée du rétroviseur. On voit que le rétroviseur est ajusté aussi pour voir un peu la poignée de la portière arrière du véhicule. Bon, même chose pour le côté droit. On voit un peu la voiture et le miroir est équipé d'un rétroviseur convexe. C'est bon d'utiliser ce genre de rétroviseur, ça nous aide un peu, quoique ça a ses limites aussi. Alors donc, est-ce que c'est une bonne façon d'ajuster ce rétroviseur de manière à voir sa voiture? Peut-être, mais si on veut réduire les angles morts, peut-être qu'on devrait ajuster nos miroirs de manière à éviter de voir sa voiture dans le coin du rétroviseur, le coin intérieur du rétroviseur, parce que plus on voit notre voiture dans le miroir et plus grands sont les angles morts. Donc, on devrait éviter de voir notre auto. Ce n'est pas nécessaire de voir l'auto dans le miroir. On a le miroir intérieur pour voir derrière, puis les miroirs extérieurs pour voir ce qui vient de côté. Alors, plus on va élargir, on va sortir le miroir et éviter de voir la voiture, et plus seront petits les angles morts. Ils sont là quand même, mais ils sont plus petits. Même chose du côté droit. Alors, vous voyez, on voit plus dans les miroirs du bas que dans les miroirs du haut. Alors, c'est une chose à essayer, ça. Évidemment, si notre voiture est équipée de détecteurs d'angle mort, bien, c'est sûr que ça va aider.
mais gardez l'habitude quand même de vérifier vos angles morts parce que ça peut faire défaut, ces systèmes d'assistance à la conduite. Et si un jour ou l'autre, on doit prendre une voiture qui n'en est pas équipée, bien, si on a perdu l'habitude de se tourner la tête pour voir les angles morts, bien, ça peut nous jouer des tours. On va voir un petit clip vidéo qui a été produit par la Société d'assurance automobile et qui vont nous faire réfléchir sur l'importance des angles morts. Alors voilà, donc il faut y penser. Il vaut mieux éviter de faire un changement de voie sans vérifier son angle mort parce qu'on risque d'avoir des surprises. Et le plus grave là-dedans, c'est peut-être pas nous, c'est peut-être le motocycliste qui est en train de nous dépasser. La vidéo est très parlante de ce côté-là. Maintenant, nous arrive-t-il parfois à une intersection d'agir à l'aveugle, dans le sens que on s'arrête, on regarde dans nos miroirs, on regarde en avant, des deux côtés, on ne voit rien. Mais est-ce qu'ici, il y a la présence d'un usager vulnérable dans cette photo? Prenez le temps de regarder la photo. Ben oui, il y a un piéton qui se trouve caché par le pilier du pare-brise. On voit le pied du piéton qui est là. Alors, c'est certain que si on reste la tête bien fixe à notre position de conduite, on ne peut pas voir le piéton. Alors, comment on doit se comporter afin d'éviter le risque que cela se produise, qu'on soit surpris par la présence d'un piéton lorsqu'on va se mettre en mouvement? Bien, regardons cette petite vidéo. Alors, voyez, donc, pour bien faire, lorsqu'on s'arrête à une intersection, un arrêt ou un repart d'un feu vert, il faut bouger la tête pour aller voir au-delà du pilier du pare-brise des deux côtés, quoique le côté gauche est un peu plus encombrant que le côté droit, parce qu'on est plus proche. Le pilier du côté droit de la voiture présente aussi une zone d'angle mort qu'il faut se préoccuper. Alors, prenons le temps de faire les choses, c'est ça qui compte. Maintenant, les camions lourds, eux aussi ont des angles morts impressionnants. Et où se trouvent les angles morts d'un camionneur? Bien, écoutez, on a ici les yeux du conducteur. Donc, le conducteur regarde l'avant, regarde ses miroirs et il voit partout, sauf dans les zones rouges. Donc, il n'est pas en mesure de voir actuellement le conducteur qui entre dans cette zone d'angle mort. Il n'est pas en mesure de le voir à l'arrière non plus. Il n'est pas en mesure de le voir du côté droit. Il n'est pas en mesure de bien voir ce qui se passe devant. Un piéton, par exemple, qui traverse devant. Alors, c'est important de considérer que les camions lourds ont de nombreux angles morts et il faut les côtoyer avec énormément de prudence. Alors, juste ici, une petite vidéo qui va bien illustrer mon propos, qui a été tirée également de YouTube. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Le cycliste qui est placé dans l'angle mort, vous voyez ce qui lui arrive. Heureusement, il s'en sort indemne, mais c'est quand même impressionnant parce que le conducteur du camion ne l'a absolument pas vu. Ce cycliste n'était probablement pas conscient non plus qu'il se trouvait dans une zone d'angle mort. On va revoir de nouveau la scène. Ah, vous voyez, donc il faut éviter absolument de côtoyer, de rester près d'un camionneur parce que la zone d'angle mort est trop importante. Maintenant, l'entrée sur l'autoroute, ça aussi, ça peut être une manœuvre qui devient un peu plus complexe avec particulièrement pour les personnes qui sont en perte de capacité fonctionnelle due à l'âge ou une maladie, peu importe, ce n'est pas nécessairement une personne âgée. Donc, on s'apprête à entrer sur l'autoroute. On a ici l'illustration d'une voie d'accès à l'autoroute. On voit l'auto rose qui est dans la voie d'accès. Donc, comment cette personne doit agir
On voit ici également une autre photo qui illustre bien l'entrée de la voie sur l'autoroute. Donc, le conducteur doit rester dans cette voie d'accès jusqu'à la toute fin pour entrer comme si c'était une fermeture éclair, dans le fond. Donc, on rentre pas très rapidement sur l'autoroute, on rentre progressivement dans la voie d'accélération. Alors, de quelle façon se comporter? D'abord, est-ce qu'on doit signaler, immobiliser son véhicule et attendre que la voie soit libre? Est-ce qu'on doit signaler, ralentir et s'insérer dans le flot de circulation? Est-ce qu'on doit signaler, vérifier, adapter sa vitesse et s'insérer dans la circulation à la vitesse de celle-ci? Ben, c'est le choix le plus logique, le plus sécuritaire également. Et évidemment, les conducteurs qui sont déjà sur l'autoroute doivent, c'est un gros mot, c'est plus, peuvent agir de façon courtoise en nous facilitant l'accès à l'autoroute, mais ils ne sont pas obligés. Alors, si ce sont les gens qui circulent sur l'autoroute sont des gens qui partagent bien la route, qui sont sensibles à la cohabitation entre les divers usagers, ben c'est sûr qu'ils vont collaborer. Et moi, j'ai conscience que la plupart du temps, les gens collaborent bien lorsqu'on va entrer sur l'autoroute, mais encore faut-il éviter d'hésiter nous-mêmes. Si on hésite, c'est certain que les autres ne seront pas portés à nous donner une chance parce qu'il ne faut pas qu'ils s'exposent non plus à se mettre en danger par rapport à la circulation qui les suit. Alors, juste un autre petit exemple d'une vidéo d'entrée sur l'autoroute. On voit la voiture noire qui entre sur l'autoroute. Il va s'insérer avant l'arrivée de la voiture. Alors, c'est la façon simple, vous allez dire, mais logique d'entrer, d'avoir accès à l'autoroute. Alors, évidemment, pardon, j'ai passé quelques petites choses. Voilà. Donc, circuler sur l'autoroute. Circuler, évidemment, pour circuler sur l'autoroute, il y a 3 voies habituellement, 2 ou 3 voies. Alors, on doit circuler dans la voie du centre ou dans celle de droite en respectant la vitesse autorisée, ou on doit éviter de circuler dans la voie de gauche, sauf pour effectuer un dépassement, ou éviter tout dépassement par la voie de droite. Ben, les 3 réponses sont bonnes. Lorsqu'on circule sur l'autoroute, on peut utiliser la voie du centre ou celle de droite pour continuer, mais la voie de gauche simplement pour dépasser. Que signifie ce panneau jaune sous le panneau de signalisation Québec Centre-Ville? Bien, ça indique simplement que dans la voie où le panneau est installé, au-dessus de laquelle le panneau est installé, bien, c'est une voie qui ne continuera pas. Cette voie va nécessairement, la voiture qui s'y trouve va devoir quitter l'autoroute, à moins de changer de voie avant d'arriver à l'accès à la sortie. Donc, si accéder à une autoroute vous indispose, comment on doit se comporter autrement? Ben, soit éviter de prendre l'autoroute. C'est possible, hein? On peut se rendre à Montréal sans prendre l'autoroute. Ça va être plus long, mais si on est indisposé par l'autoroute, ben pourquoi pas? Et il faut se familiariser aussi. On peut se familiariser lorsque la circulation est de plus faible densité. Donc, entrer, sortir de l'autoroute à une heure où il n'y a pas trop de circulation, juste pour se redonner confiance. Se redonner confiance. C'est très important, la confiance, dans ces cas-là. Le carrefour giratoire, qu'on voit de plus en plus d'ailleurs. Alors, évidemment, la voiture rose doit aller prendre la 3e sortie du carrefour giratoire. Alors, comment on doit se comporter dans une telle situation? Bien, la réponse est simple, hein? On doit prendre la voie, céder la bonne voie, céder le passage aux usagers sur la gauche, parce que ceux qui sont dans le carrefour giratoire ont toujours la priorité. Et puis, après avoir passé la 2e sortie, on va signaler pour sortir à la 3e. On va voir d'ailleurs un petit clip vidéo qui va nous le démontrer. Conduire dans un carrefour giratoire. Le carrefour giratoire est une intersection à sens unique qui sert à améliorer la circulation, à minimiser les embouteillages et à augmenter la sécurité. En approchant un carrefour giratoire, ralentissez et regardez les panneaux de signalisation. Les piétons ont toujours la priorité au passage pour piétons. Cédez leur passage à l'entrée et à la sortie d'un carrefour giratoire. En entrant dans un carrefour giratoire, cédez le passage à toutes les voies intérieures. Maintenez votre vitesse et conduisez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Demeurez dans votre voie désignée. Dans un carrefour giratoire à une voie, entrez lorsque la voie est libre.
et actionnez votre clignotant de droite en sortant. Certains carrefours giratoires à voies multiples sont différents. Regardez les panneaux de signalisation des voies et positionnez-vous de façon appropriée avant d'entrer. Si vous tournez à droite, entrez et sortez dans la voie de droite et maintenez votre clignotant à droite pendant votre virage. Lorsque vous traversez tout droit, prenez la voie gauche ou droite. Restez dans votre voie désignée jusqu'à ce que vous sortiez du carrefour et actionnez votre clignotant de droite en sortant. Si vous tournez à gauche, entrez dans la voie de gauche et maintenez votre clignotant à gauche pendant votre virage. Prenez la voie intérieure gauche, puis actionnez votre clignotant de droite en sortant. En effectuant un demi-tour, entrez dans la voie de gauche et maintenez votre clignotant à gauche pendant votre virage. Actionnez votre clignotant de droite en sortant. N'oubliez pas, ralentissez et regardez les panneaux de signalisation. Prenez la bonne voie et actionnez votre clignotant. Cédez le passage aux piétons au passage pour piétons. Cédez le passage à la circulation à l'intérieur du carrefour giratoire. Entrez lorsque la voie est libre. Restez dans la même voie jusqu'à votre sortie et actionnez votre clignotant de droite en sortant. Alors, c'est une vidéo qui a été produite à Ottawa, mais les mêmes principes s'appliquent ici au Québec. Et l'importance d'un carrefour giratoire, c'est que c'est beaucoup plus sécuritaire qu'une intersection conventionnelle, dite intersection en croix, parce que sur une intersection en croix en ville, la vitesse est de 50 km/h généralement, et alors que dans un carrefour giratoire, obligatoirement, les gens doivent diminuer à cause de l'accès pour céder le passage et tout ça. Et normalement, s'il y a une collision dans une intersection à carrefour giratoire, ça se produit à des vitesses très basses. Donc, il y a beaucoup moins de risques de blessures ou de décès, évidemment, même s'il s'agit de piétons, parce que la vitesse est plus réduite qu'à une intersection normale. Alors, si un carrefour giratoire nous indispose, tout comme on disait tantôt pour l'autoroute, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la mesure du possible, éviter de s'engager dans une artère où on va se retrouver dans une situation où le carrefour giratoire va nous indisposer parce qu'on n'est pas à l'aise avec, ou on va se familiariser lorsque la circulation est de plus faible densité, comme on le fait tantôt pour l'autoroute. Il y a le passage des piétons marqué en jaune comme ça. Si on est automobiliste et qu'on s'approche d'un passage pour piétons marqué en jaune, non contrôlé par un signal d'arrêt, c'est normalement cette situation-là qui se passe, bien à ce moment-là, l'automobiliste est tenu de s'arrêter et de laisser passer les piétons, alors qu'un carrefour, un passage pour piétons marqué en blanc, c'est un passage qui est contrôlé et toute la circulation est contrôlée par une signalisation, soit des feux de circulation ou des arrêts obligatoires. Donc, le passage marqué en jaune doit attirer davantage notre attention, quoique l'autre est aussi très important. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? Bien sûr, on doit immobiliser notre véhicule et laisser la priorité aux piétons. Il y a le couloir de sécurité qui est aussi un élément important à considérer. On connaît tous une situation où un véhicule d'urgence est stationné en bordure de la route, un policier, un pompier, un ambulancier, peu importe. Alors, comment on doit agir dans ces conditions-là? Bien, je pense que d'abord, je vais vous passer la petite vidéo qui va vous démontrer vraiment la façon de faire. Oups, je crois que la vidéo ne fonctionne pas. Chaque jour, des milliers de personnes vous protègent sur les routes du Québec. Pour les protéger à leur tour, voici 4 manœuvres possibles. Manœuvre 1. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant de ce véhicule. Manœuvre 2. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en changeant de voie après vous être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité. Manœuvre 3. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant et en vous immobilisant au besoin pour céder la priorité aux véhicules circulant en sens inverse, puis en changeant de voie. Manœuvre 4.
Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie sur laquelle vous circulez, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant et, au besoin, en vous immobilisant, puis en changeant de voie après vous être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité. À défaut de respecter le corridor de sécurité, vous risquez une amende de 200 à 300 $ et 4 points d'inaptitude. C'est la loi. Protégez ceux qui vous protègent. Respectez le corridor de sécurité. Donc, il est important de respecter le corridor de sécurité, oui, à cause de l'amende que ça peut occasionner, mais surtout à cause de la sécurité, évidemment. Il y a l'intervalle entre les véhicules aussi qu'il faut considérer, hein. On est souvent porté à conduire de beaucoup trop près. Alors, est-ce que c'est 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes qu'il faut conserver entre les véhicules? Bien, la règle de conduite préventive de base parle de 2 secondes, mais ce n'est pas suffisant, particulièrement lorsqu'on est fatigué, lorsque nos conditions de santé sont un peu plus difficiles. Ben, on recommande, dans ces cas-là, de garder une distance allant jusque de 4 à 6 secondes ou plus entre les véhicules, de manière à se donner le temps d'agir et de réagir. Alors, puis, parfois aussi, on est suivi de trop près par quelqu'un. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On peut actionner les feux d'urgence, donc les 4 clignotants, durant quelques secondes. La plupart du temps, la voiture qui nous suit de trop près, le conducteur va être alerté, il va se poser des questions sur notre condition et il va ralentir un peu, donc reprendre quelques distances. Et s'il ne décolle pas, ben, tentons autant que possible de se ranger dans un lieu sécuritaire ou ralentir légèrement. Mais n'accélérez surtout pas parce que le conducteur qui suit de trop près, peu importe la vitesse à laquelle vous allez circuler, il va continuer à vous suivre de très près et ça va de plus en plus vous indisposer. Le virage à droite au feu rouge, lui, qui est aussi un autre phénomène important à considérer. D'abord, il faut se rappeler que peut-être qu'on n'a pas le droit de tourner. Il y a des panneaux qui nous indiquent qu'on n'a pas le droit de tourner, mais si on a le droit de le faire, on le fait si on veut. Il n'y a rien qui nous oblige à le faire. Et si on décide de ne pas tourner à droite au feu rouge et que le conducteur derrière nous klaxonne, ben c'est lui qui est en infraction et c'est régi par le Code de la sécurité routière. Alors évidemment, on peut tourner à droite, sauf si on voit ce panneau. Il y a la marche arrière aussi, on achève, il reste finalement 2 diapos. La marche arrière qui est important à considérer parce qu'avec des pertes de capacité physique particulièrement, la manœuvre de marche arrière peut devenir un peu plus complexe. Et évidemment, comment on peut se comporter pour se faciliter la tâche de faire marche arrière? Ben, il y a la position au siège qui est importante à considérer parce que la position idéale pour effectuer une marche arrière avec une voiture dont la lunette arrière est libre de tout obstacle, bien à ce moment-là, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, main gauche au-dessus du volant et on s'accroche derrière, la main droite derrière l'appui-tête pour se donner la facilité à se tourner pour bien voir à l'arrière. Mais si, évidemment, malgré ça, on peut aussi s'aider avec la caméra de recul, hein, l'écran qui projette ce qui se passe derrière avec la caméra de recul. Ben, on peut jeter des coups d'œil, mais gardez toujours l'habitude de vous tourner la tête aussi pour faire marche arrière, parce qu'encore une fois, cette caméra, en hiver ou par mauvais temps, n'est peut-être moins utile parce qu'elle devient encombrée, elle devient obstruée par la gadoue et tout ça. Bien, à ce moment-là, gardons l'habitude de se tourner la tête. On peut aussi limiter les occasions de faire marche arrière, autant que faire se peut. Et en choisissant un espace de stationnement qui nous permettra de repartir en marche avant au moment du départ aussi. Même quand on stationne chez soi, c'est plus simple de stationner en marche arrière quand on arrive et de repartir en marche avant, particulièrement l'hiver avec les bancs de neige et tout ça. C'est plus facile pour nous de voir ce qui se passe de chaque côté en sortant et la manœuvre de sortie en marche avant est plus simple aussi. Un dernier thème dans les tâches de conduite et les manœuvres, c'est l'emportiérage. Ça vous dit peut-être quelque chose parce qu'on entend parler de plus en plus. Cette expression, ça signifie ceci, dans le fond. Regardez, la portière qui s'est ouverte et puis le cycliste qui est arrivé et qui est rentré dedans. Donc, il y a des façons d'agir, comment on doit faire.
ben, on le voit ici sur la photo au bas de l'écran. D'abord, avant d'ouvrir la portière, il faut regarder dans le miroir intérieur et le miroir extérieur et se tourner la tête en ouvrant la portière, en plaçant notre main, la main droite pour ouvrir la portière de gauche. Donc, on voit le mouvement du corps, le haut du corps pivote de manière à favoriser le visionnement de l'angle mort avant d'ouvrir la portière. Alors ça, c'est bien important. Puis si on est passager, bien, on va ouvrir la portière cette fois-là avec la main gauche. Qu'on soit passager arrière ou passager avant, si on est du côté droit, on va ouvrir la portière avec la main gauche pour faciliter le mouvement du corps de manière à vérifier l'angle mort. Donc, mettez ça en pratique aussi et ça va éviter de vivre des situations un peu plus complexes. Alors, évidemment, à tout âge, peu importe l'âge, donc, on peut améliorer sa formation. Il n'y a pas d'âge pour se perfectionner. La conduite automobile n'y échappe pas. Il faut y voir une occasion de conserver son autonomie le plus longtemps possible, autant que faire se peut. Alors, comment on y arrive? Bien, en vous adressant à une école de conduite recommandée par l'Association des écoles de conduite du Québec, dont la liste est disponible ou sera disponible sous peu là, sur le site Internet de l'AQRP. Alors, il y a des écoles qui ont été sélectionnées pour permettre aux gens qui veulent se perfectionner ou pour tout besoin de pouvoir solliciter les services d'une école de conduite, membre de l'Association des écoles de conduite, qui se feront un devoir de vous servir. Alors, c'est une façon gagnante et sécurisante pour arriver à se comporter autrement. Maintenant, la dernière étape est de parler du privilège de détenir un permis de conduire. On l'a dit plus tôt, la conduite automobile est une tâche complexe et exigeante. La situation que l'on vient de voir ensemble exige de la part du conducteur attention, vigilance et vivacité d'esprit. Alors pour ça, il faut être en pleine possession de tous nos moyens. Mais le vieillissement entraîne inévitablement une diminution de certaines capacités fonctionnelles nécessaires, non seulement pour conduire, mais surtout pour se conduire autrement. Il faut se le dire, ce phénomène, souvent associé aux personnes âgées, peut très bien se produire aussi chez des personnes plus jeunes, comme j'ai dit plus tôt, soit à cause d'un accident ou d'une maladie quelconque. En fait, la diminution des capacités fonctionnelles n'est pas une question d'âge, mais plutôt de santé. Quoique l'âge, c'est davantage possible que nos capacités fonctionnelles soient atteintes avec l'âge. Comme je vous disais tantôt, moi, c'est mon cas. J'ai certains moments où mes capacités fonctionnelles ne sont plus ce qu'elles étaient. Un jour ou l'autre, donc, tôt ou tard, le vieillissement va se faire sentir, sournoisement parfois, un jour à la fois, tranquillement. On ne s'en rend pas beaucoup compte, mais notre entourage s'en rend compte. Idéalement, il faudrait être apte à le reconnaître soi-même, comme M. Gagné, que je vous présentais tantôt, M. Delabose, qui a décidé de se retirer de la conduite avant qu'on le retire. Ben, c'est un choix sage qu'il a fait, même s'il aurait pu conduire encore certainement quelques temps. Et prendre la décision qui s'impose, ben, c'est pas simple. Sinon, évidemment, c'est à notre entourage que reviendra ce fardeau ou au médecin traitant. Alors, vous connaissez peut-être des personnes dans votre entourage qui arrivent à un stade où vous vous questionnez sur leur capacité de conduire. Alors, si une personne âgée rendue incapable de conduire et se conduire de façon sécuritaire autonome n'arrive pas à décider d'elle-même ou d'accepter que d'autres agissent à leur place, c'est à ce moment-là que la déclaration aux autorités concernées, soit la Société d'assurance automobile, entre autres, arrive. C'est une question de sécurité, oui pour elle, mais aussi pour les autres. Vous savez, quand on est rendu au moment où la famille craint de monter avec papy ou avec mamie, ben c'est certain que la situation est devenue probablement assez préoccupante pour se questionner sur la suite des choses dans la possibilité que cette personne puisse continuer à conduire. Alors, le moment est peut-être venu à ce moment-là d'envisager le retrait progressif du permis de conduire. Vous savez, si les jeunes accèdent progressivement à la conduite depuis quelques années, bien, pourquoi on ne tenterait pas de trouver le moyen de
retirer progressivement le privilège d'une personne qui est en processus de perte de capacité fonctionnelle en limitant soit la conduite en dehors des autoroutes, conduite automatique plus que manuelle, ainsi de suite. Donc, il y a des façons de faire que la Société d'assurance automobile privilégie pour permettre aux personnes en perte de capacité de pouvoir continuer à conduire un certain temps. Évidemment, si la situation s'aggrave, ben là, il faut penser d'accrocher ses clés. Et plus tôt cette situation aurait été soigneusement planifiée, et plus douce se fera la transition de conducteur à passager. Parce que, il ne faut pas l'oublier, l'important, c'est la mobilité en toute sécurité, peu importe le moyen qui sera utilisé pour pouvoir se déplacer. Il y a un lien que je vais vous envoyer également par l'entremise de votre association de l'Université McMaster qui parle aussi de ce retrait progressif du conducteur vieillissant ou en perte de capacité fonctionnelle, peu importe son âge. Alors, comment on accompagne les conducteurs vieillissants? Bien, je vais vous présenter cette petite vidéo qui traite de perte de capacité fonctionnelle générale, pas nécessairement liée à l'automobile, mais qu'on peut associer très bien à la conduite automobile également. Voir ses parents vieillir, c'est une épreuve qui nous renvoie à notre propre fragilité, notre propre finitude. Cette prise de conscience peut se faire soit de façon progressive, soit brutale. De façon progressive, c'est par exemple des petits signes. On s'aperçoit que son parent marche plus lentement, a tendance à reposer 2 fois la même question, à répéter les phrases. Parfois, c'est de façon brutale quand il y a un accident vasculaire cérébral, par exemple, ou une chute. Et dans ces cas-là, il faut prendre des décisions en urgence et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Une nouvelle relation se crée avec nos parents. Un temps d'adaptation est nécessaire pour s'adapter à leurs gestes, à leurs paroles. Quand les parents vont bien, il faut en profiter pour aborder avec eux la question de la dépendance, en dehors de toute situation d'urgence. Comment s'imaginent-ils l'avenir si un jour ils venaient à être dépendants? Est-ce qu'ils souhaiteraient rester à tout prix chez eux ou entrer en institution? Comment on va s'organiser entre frères et sœurs? Est-ce qu'il y en a un qui sera plus à même de s'occuper d'eux? Ou est-ce qu'au contraire, on va se partager les tâches? Toutes ces questions doivent être abordées le plus sereinement possible quand le parent va bien, c'est-à-dire le plus tôt possible. La façon dont on se comporte avec nos parents vieillissants dépend en grande partie des relations qu'on a eues avec eux jusqu'à présent. Si on a été un enfant choyé, on va se tourner vers eux dans un mouvement naturel d'empathie et on va les aider, essayer de répondre au mieux à leurs attentes, à leurs besoins. Parfois, les relations sont plus contraintes, on agit par devoir, par obligation sociale. Mais ce qu'il faut s'efforcer de faire de toutes les façons, c'est d'entrer avec eux dans une relation apaisée. Il s'agit de faire la paix avec eux, on n'est plus là pour régler des comptes. Alors voilà donc quelques trucs pour accompagner une personne vieillissante ou un conducteur vieillissant. Il faut faire preuve de bienfaisance et de bienveillance parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jour ou l'autre, ce sera notre tour peut-être et on aimera que les nôtres soient bienveillants et bienfaisants envers nous pour nous permettre de pouvoir y aller progressivement dans le retrait de notre capacité à conduire parce que, je le rappelle, l'important, c'est la mobilité en toute sécurité. Il faut rappeler que la conduite automobile est l'un des moyens d'assurer sa mobilité. Ce n'est pas le seul. Il y a des moyens alternatifs, le taxi, l'auto, le transport collectif, les amis, la famille, et ainsi de suite. Et même se faire conduire dans sa propre voiture, engager quelqu'un de notre entourage qui est retraité et qui ne demande pas mieux que de venir en aide aux autres, cette personne pourrait être affectée à conduire notre voiture lorsque le jour sera venu de se retirer de la conduite. On a moins l'impression d'avoir perdu notre autonomie parce qu'on est dans notre propre voiture. C'est un truc intéressant qui est fortement suggéré. Mais a-t-on les moyens d'assurer notre mobilité sans voiture?
Voyons, moi, je vous donne ici les résultats de mon propre registre de consommation automobile que je tiens depuis 7 ans, 7 mois, dans le fond. Et puis, ça vous donne une idée ici que dans cette période-là, j'ai parcouru 116 518 kilomètres. Ça m'a coûté en acquisition, en amortissement, en assurance, en immatriculation, entretien, etc., tout près de 50 000 J'ai dépensé 10 335 d'essence pour un coût total de 59 000 Donc, ma voiture m'a coûté 59 000 en 7 ans, 7 mois. Le coût par kilomètre est donc de 51,34 par 100 km, pardon. Puis par kilomètre, c'est 51 sous. Est-ce que, d'après vous, avec une somme disponible de près de 8 000 j'ai le moyen d'assurer mon autonomie sans auto? Ben, je pense que ça aide à prendre une décision et à y réfléchir. Alors, c'est important de considérer ce qu'il en coûte pour avoir une voiture. Imaginez combien de taxis je peux prendre dans une année avec un budget affecté au transport de près de 8 000 Et moi, je n'ai pas des voitures les plus dispendieuses et qui consomment le plus, là. Alors, imaginez quelqu'un qui a un VUS, par exemple, et tout ça, ben, c'est certain que la somme qu'il dégage est pas mal supérieure à 8 000 Ça peut même approcher et dépasser les 10 000 Alors, une autre solution, c'est la voiture autonome. Vous savez que ça s'en vient. Évidemment, on nous promettait en l'an 2000 les voitures volantes, puis on les attend toujours. On continue à penser que ça pourrait arriver. Puis, évidemment, la voiture autonome amènera sans contredit son air, une nouvelle ère dans la voiture automobile, mais une personne fort connue qui est Steve Wozniak, de 69 ans, qui est l'un des cofondateurs d'Apple, qui, lui, est très fort dans la haute technologie, ne croit pas que l'avènement de l'auto autonome arrivera de son vivant. Ben, je pense que c'est important à considérer, mais ça va venir un jour ou l'autre. On va se retrouver avec des voitures de plus en plus autonomes, quoique la technologie n'est pas encore à point. En conclusion, donc, ce qu'il faut retenir pour être capable de conduire jusqu'à 100 ans et plus, il faut demeurer alerte, il faut être à l'écoute de tous les éléments qui peuvent affecter nos capacités fonctionnelles. Il faut se souvenir d'être habité par une petite crainte aussi. Il ne faut pas être trop confiant. Vous savez, la petite crainte, c'est une petite voix qui nous parle et qui peut s'avérer une excellente conseillère en matière de sécurité routière et qui peut influencer grandement les décisions qu'on va prendre, à savoir, bien, ce matin, je me lève, je dois me rendre à un rendez-vous. Est-ce que je suis en pleine possession de tous mes moyens pour prendre le volant? C'est la première question qu'on devrait se poser. Et l'autre, si la réponse est non, ben, est-ce qu'il serait plus sécuritaire de choisir un moyen alternatif, comme on a pu les énumérer tantôt? Ces questions, non seulement il faut se les poser, mais il faut y répondre, car rappelons-nous que l'important, c'est la mobilité en toute sécurité. Si on n'est pas en forme pour prendre le volant, il faut choisir d'autres solutions. Alors, on va marquer le mot de la fin avec une citation de Félix Leclerc qui dit que vieillir, c'est embêtant, mais c'est la seule façon de vivre longtemps. Et pour avoir le plaisir de vivre longtemps, il faut avoir la sagesse, et c'est le mot sagesse qui accompagne la façon de se comporter autrement. Ben voilà, il faut avoir la sagesse de se comporter autrement, parce que l'important, c'est la mobilité en toute sécurité. Alors, je vous remercie, ça fait le tour. J'ai dépassé un peu les 75 minutes, mais voilà, j'ai cru que ça valait le coup parce que toutes les manœuvres que je vous ai présentées, ce sont des manœuvres qui affectent les personnes en perte de capacité fonctionnelle. Merci. Merci énormément, M. Lapointe. C'était très, très, très complet et dynamique. Super intéressant. On a quelques questions des gens, si vous êtes d'accord que je vous les pose. Avec plaisir. Super. Alors, je crois que c'était en lien avec la vue. Alors, dans le cas au contraire, une chirurgie pour cataracte n'oblige plus le port de lunettes. Quel serait votre conseil dans ce cas-là? En fait, si je comprends bien la question, c'est le port le fait d'être opéré pour une cataracte n'oblige plus le port de lunettes? Oui, ben, en fait, c'est ça. Si on avait déclaré qu'on devait porter des lunettes pour conduire, bien à ce moment-là, on doit entreprendre une démarche auprès de la Société d'assurance automobile. Une fois que l'opération est réussie et que notre vision est rétablie, il faut bien s'entendre là-dessus, à ce moment-là, la Société d'assurance automobile va faire en sorte d'enlever cette condition A
se retrouve sur le permis de conduire de la personne concernée. Alors, ça peut prendre un certain temps, mais le plus vite possible, on le fait. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'entreprendre les démarches à la Société d'assurance automobile avant de procéder à l'opération, à la correction de la cataracte. Parfait, merci. On a quelqu'un qui demande, on voit de plus en plus de personnes seniors marcher avec une canne et avoir de la difficulté à se déplacer. On les voit aussi se rendre à leur voiture et partir avec leur voiture. Que faisons-nous pour la mobilité et la sécurité? Oui, c'est pas parce qu'une personne doit marcher avec une canne et qu'elle semble avoir de la difficulté à monter à bord de sa voiture, qu'elle n'est pas en mesure, qu'elle n'a pas toutes les capacités fonctionnelles requises pour conduire. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance d'intervenir pendant quelques années au cours de ma retraite à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, qui ont une école de conduite spécialisée chez les personnes qui ont des capacités fonctionnelles restreintes. Et à ce moment-là, si la personne a besoin d'habiletés compensatoires à développer pour être capable de conduire de façon fonctionnelle, malgré son handicap, si on veut, bien à ce moment-là, il y a plein de trucs d'adaptation qui peuvent être faits. On peut même, si c'est la jambe droite qui fait défaut, on peut mettre l'accélérateur à gauche, ainsi de suite. On peut mettre les commandes au volant. Vous savez, les limitations physiques chez une personne sont vraiment pas un problème pour être capable de s'adapter à la conduite automobile. Ce sont plus les difficultés lorsque les problèmes cognitifs prennent le dessus. C'est un peu là que, même si on est en forme physiquement, que les troubles prennent place et puis qu'on se retrouve avec un processus de retrait du privilège de conduire. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que oui, merci. Y a-t-il plus ou moins d'accidents sur les autoroutes à voies divisées? Oui, c'est ça. Évidemment, plus on circule sur une route à voie divisée, donc on parle ici d'autoroute avec un terre-plein. On a l'exemple du parc des Laurentides, par exemple, qui mène de Québec à Chicoutimi, Saguenay maintenant. Bien, c'est évident qu'il y a beaucoup moins de collisions frontales maintenant dues à des dépassements depuis que la route est configurée comme une autoroute, quoique ça reste une route secondaire, là, c'est la 175, c'est pas une autoroute, mais il y en demeure pas moins qu'une route à voie divisée par un terre-plein, c'est beaucoup plus sécuritaire et ça favorise les dépassements vraiment de façon plus sécuritaire. Merci. Est-ce encore vrai qu'à Montréal, on ne peut jamais tourner à droite au feu rouge? C'est toujours vrai, à droite, à Montréal, on ne peut toujours pas tourner à droite au feu rouge. Et ça a été un débat. Moi, j'ai fait partie du comité d'implantation du virage à droite au feu rouge lorsque ça a été implanté en 2003. Alors, on en a parlé pendant 2-3 ans avant l'implantation. Et tout le monde s'est entendu sur le principe de dangerosité du virage à droite au feu rouge à Montréal, compte tenu de la circulation piétonnière et cycliste en particulier. Alors, donc, c'est toujours interdit. La seule contrainte que je vois, parce que dans ma carrière, je suis allé souvent à Montréal pour le travail, le seul problème, c'est qu'on ne voit pas aux intersections à Montréal le panneau d'interdiction de tourner à droite. Ce n'est qu'aux accès à l'île de Montréal qu'on retrouve un panneau, donc à la sortie des ponts et du tunnel, mais si on a oublié, parce qu'on ne voit pas, on est habitué de tourner à droite lorsqu'il n'y a pas de panneau d'interdiction, par exemple à Québec ou ailleurs au Québec, si on se retrouve à Montréal et qu'on ne voit pas le panneau d'interdiction, systématiquement, on est porté à tourner à droite quand même. Donc, on peut se retrouver en infraction, même si on le fait de façon sécuritaire. Alors, mais oui, c'est interdit toujours de tourner à droite à Montréal, peu importe où on se trouve. D'accord. Quelle est la norme du virage à gauche s'il n'y a pas de feu de circulation et lorsqu'il y a une ligne jaune double sur la route? OK, là, on parle ici de rentrer dans son entrée privée, par exemple. On est sur une route secondaire,
on demeure, il faut tourner à gauche pour entrer chez nous parce que dans la direction qu'on vient, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune interdiction de le faire si on le fait sécuritairement. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de dépasser une voiture sur ce type de route-là, mais il n'y a rien qui nous empêche d'entrer ou de sortir de notre entrée privée et de couper la ligne en question pour reprendre la route ou pour la quitter. Tout est dans la façon de le faire. Exact. Merci. Avez-vous des statistiques sur l'âge concernant les permis de motocyclistes? Je n'ai pas ces statistiques-là, mais ça serait intéressant. Je vais faire une recherche, je vais le prendre en note, puis je pourrais vous communiquer l'information que vous pourriez ensuite transmettre aux gens qui sont là ce matin. Donc, les statistiques du nombre de titulaires de permis de conduire motocyclistes, c'est ça? Oui, c'est écrit sur l'âge concernant les permis des motocyclistes. Ah, sur l'âge. Oui. Donc, l'âge d'accès à la conduite de motocycliste, c'est 16 ans, comme pour le permis d'automobile, sauf pour les cyclomoteurs, les mobylettes et compagnie, où on peut avoir accès à 14 ans. Mais pour la moto, l'âge d'accès, c'est le même que la conduite. Le cours de conduite est obligatoire, que ce soit pour la conduite de motocyclette ou la conduite automobile. Donc, le cours est différent, mais c'est les mêmes règles d'accès à la conduite, là. Alors, si c'était le sens de la question, voilà. Et on avait aussi une question. Est-ce qu'il y a des programmes d'éducation des formateurs pour améliorer la qualité des cours et dans les écoles de conduite? Oui, c'est-à-dire que, en fait, les cours de conduite sont sous la responsabilité de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, depuis quelque temps, je sais que la SAC met un effort particulier sur la qualité des cours de conduite qui sont offerts par les écoles, dont l'AEC fait partie d'ailleurs, l'Association des écoles de conduite fait partie, et les formateurs sont soumis à un suivi, à des évaluations de la part de la Société d'assurance automobile. Et chaque école de conduite a la responsabilité aussi de s'assurer de la compétence de leurs formateurs, soit à l'aide de leur groupement ou de leur association, comme l'association peut le faire. L'association compte un bon nombre de formateurs experts parmi les gens capables d'intervenir auprès des formateurs qui travaillent dans les écoles de conduite. Alors, donc, c'est pas obligatoire pour une école de conduite de le faire, mais c'est tout à l'avantage parce que si l'école n'est pas professionnelle, c'est sûr qu'elle ne pourra pas fonctionner. C'est un domaine privé. D'accord. J'ai eu une petite précision sur la question de tout à l'heure concernant les motocyclistes. La question, en fait, c'était jusqu'à quel âge on peut garder le permis de motocycliste? Il n'y a pas d'âge limite pour garder, comme pour le permis de conduire automobile, il n'y a pas d'âge limite. Tant il y a aussi longtemps qu'on a toutes les capacités fonctionnelles pour être capable de conduire le type de véhicule pour lequel nous possédons un permis de conduire ou une classe de permis de conduire, il n'y a rien qui nous l'interdit. On peut avoir 99 ans, 100 ans, 102 ans, et si on est encore capable, on est encore en bonne santé. J'insiste sur le mot santé en général, autant physique même si notre santé physique est un peu défaillante, si on a les habiletés compensatoires pour les corriger, je pense qu'on est capable de conduire une motocyclette. C'est sûr que idéalement, il faut avoir nos deux jambes pour conduire une motocyclette, là. Quoiqu'il y a maintenant des motos tricycles aussi, hein, des motos à 3 roues. Alors donc, je présume que quelqu'un qui aurait une seule jambe pourrait conduire une moto à 3 roues. Je présume, reste à voir ce que la Société d'assurance automobile en pense, mais je pense que oui. Merveilleux, merci. 2 autos arrivent en même temps à un stop. Qui a priorité? Est-ce qu'on parle ici dans une intersection à Je n'ai pas de 4 stops? détails. Bon, je présume que c'est ça parce que si 2 autos arrivent à un stop en même temps et puis qui sont dans des directions opposées, ça ne pose pas de problème. Sauf si on veut virer à gauche, évidemment. À ce moment-là, c'est le premier arrivé qui particulièrement pour le 4 stop, le 4 arrêts, c'est le premier arrivé qui a priorité.
Mais encore là, faut y aller avec un bémol parce que c'est pas parce qu'on est le premier arrivé que l'autre va penser la même chose. Donc, il faut y aller avec prudence. Faut éviter les hésitations. Comme je le disais tantôt dans la présentation, quand on veut rentrer sur l'autoroute, évitons d'hésiter parce que ça va nous nuire. Ben, c'est la même chose aux 4 arrêts. Montrons qu'on a, après avoir fait notre arrêt, évidemment, on s'avance tranquillement pour montrer qu'on veut y aller. On observe comment les autres se comportent et puis on y va avec prudence. Mais plus on hésite, plus on va se faire envahir, là. Plus ça va être difficile. À 2 arrêts, est-ce que c'est la même chose? Oui, à 2 arrêts, ben, si on pense à 2 arrêts, 2 véhicules en sens inverse qui veulent continuer tout droit, ben, on s'arrête. La priorité est aux piétons qui sont à l'intersection, ensuite aux cyclistes qui sont à l'intersection, donc tous les usagers vulnérables d'abord, et ensuite, on y va de façon prudente. Là où le conflit peut arriver, c'est dans le virage à gauche, à 2 arrêts, 2 voitures qui se font face, mais encore, je reviens au principe du 4 arrêts, il faut y aller avec prudence. Et il n'y a pas de mal à revenir sur sa décision de traverser si on pense que l'autre risque de rentrer en conflit avec nous, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun avantage à se retrouver pris en collision avec une autre voiture, même si ce n'est que matériel. Il y a toujours plein de troubles pour rien. Alors, soyons prudents, soyons bienveillants, soyons bienfaisants. Parfait. J'aimerais vérifier, bon, pour Monsieur Guy qui parle de rafraîchir ses connaissances pour les panneaux de signalisation, je vous inviterai à aller voir nos nouvelles capsules sur notre site web de la QRP. On a des nouvelles capsules qui en parlent et vous allez avoir aussi une liste de toutes les écoles de conduite qui vont offrir des programmes de rafraîchissement. Donc, je vous invite à aller voir notre site pour ça, Monsieur Guy. J'ai aussi une question par rapport aux lignes doubles tout à l'heure qu'on a parlé, les lignes jaunes. Si le virage à gauche avec ligne double jaune, il ne s'agit pas d'une entrée privée, par exemple un virage à gauche pour l'entrée du stationnement d'un centre d'achat. Ouais, Est-ce que c'est la même chose? En principe, lorsqu'il y a une entrée privée d'une cour de centre d'achat, habituellement, la ligne double est interrompue sur la largeur de l'entrée du centre d'achat, mais ça demeure une entrée privée aussi. Alors, donc, la ligne jaune dit qu'on ne peut pas la franchir pour dépasser une voiture et tout ça, mais dans le doute aussi, il n'y a rien qui nous empêche, si on craint de couper la ligne double, puis que ça risque de causer des problèmes, il n'y a rien qui nous empêche d'aller rentrer ailleurs aussi dans la cour du centre d'achat. Encore une fois, c'est de revenir sur sa décision, de réfléchir. Souvent, en tant que conducteur, on ne réfléchit pas suffisamment. On y va par instinct et ce n'est pas toujours la bonne solution. Donc, pour tourner à gauche ou pour rentrer d'entrée privée ou d'un garage, par exemple, station d'essence, il est possible de le faire si on est prudent et qu'on le fait de façon sécuritaire. Merveilleux, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Alors, j'aimerais vous remercier grandement, Monsieur Lapointe. Et j'aimerais rappeler aux gens que nous allons vous envoyer un courriel avec tous les liens que Monsieur Lapointe a partagés aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir y aller vous-même là, direct avec les liens. Nous enverrons ça dans la prochaine journée ou cette semaine sans faute. Alors, et je vous invite à répondre à vos commentaires et tout ça. On va vous envoyer un sondage. Alors, merci énormément, Monsieur Lapointe. C'était très complet. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ça m'a fait plaisir et j'espère que ça a répondu aux attentes de vos membres. Et je l'ai fait avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir.